Elbakin.net, le podcast. Actualité, débat, auteurs, séries. L'émission du site de référence de la fantasy francophone. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Elbakin.net, le rendez-vous dédié aux littératures de l'imaginaire. Et aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver une partie de l'équipe du podcast. Salut Arcaquiateur. Salut. Bien sûr, on a l'auteur qui vit au pays de la pluie, Gilles Haussen, toujours fidèle au poste. Bonjour, bonjour. Et je suis Giggs pour vous servir. Mais surtout, aujourd'hui, nous recevons une invitée très spéciale qu'on aime bien dans l'équipe d'Elbakin.net. Salut, Chris Vuklisevich. Salut. Chris, on est vraiment ravis de te recevoir parmi nous pour discuter ensemble de ton parcours, de tes écrits. Donc justement, hein, Chris, toi, tu t'es fait remarquer relativement récemment, en 2021, si ma mémoire est bonne, puisque tu avais remporté le concours des 20 ans de Folio SF avec Dernier jour d'un monde oublié. On va y revenir. Donc Dernier jour d'un monde oublié, c'était une histoire de dark fantasy qui a été récompensée par le non moins prestigieux prix Elbakin.net, qui a bien évidemment fait décoller les ventes du livre, hein, d'après Pascal Godbillon, hein, le directeur de Folio SF, n'est-ce pas? Il viendra confirmer cela en forum. Et tu t'es pas arrêté là, puisque 2 ans plus tard, en 2023, tu sors Du thé pour les fantômes. Donc là, un roman qui emprunte un peu plus au réalisme magique et qui remportera le GPI, donc le Grand Prix de l'Imaginaire, et le prix Imaginal l'année suivante. Donc 2 romans et déjà une pluie de récompenses tout de même. Et enfin, pour terminer cette petite présentation, donc l'an dernier, en 2024, tu as publié une romantaisie au label Olympe, donc toujours dirigé par Pascal Godbillon de Folio SF, sous le pseudonyme d'Ada Vivalda, Porcelaine sous les ruines. Et ton actualité toute récente, c'est la sortie prochaine en poche, le 2 octobre, de Porcelaine sous les ruines, justement. Donc nous, on s'est dit que c'était une belle occasion de revenir un petit peu sur ton parcours avec toi, explorer un peu tes univers et ta vision de l'écriture. Merci, je suis contente d'être là en tout cas, merci pour l'invitation. Et on est ravis et on va commencer par je te laisse commencer par la première question, Arcaquiateur. Oui, et du coup, on a parlé de ton premier roman, donc Dernier jour d'un monde oublié, qui a donc gagné le concours des 20 ans de la collection Folio SF, et je suppose que tu écrivais en fait déjà avant, enfin que tu t'es pas décidé, oh il y a un concours, allez je vais écrire un livre, mais du coup qu'est-ce qui t'a décidé à proposer ton texte dans ce contexte-là? Est-ce que tu avais déjà noué des contacts, enfin est-ce que tu avais déjà envoyé des textes à des éditeurs? Est-ce que c'était vraiment ta première tentative? Alors c'était ma première tentative, mais effectivement j'écrivais depuis très longtemps. Depuis aussi loin que je me souvienne, on va dire. J'avais ce début de roman dans les tiroirs depuis très très longtemps. J'avais laborieusement écrit le premier jet en entier 2 ans avant, je crois, ce qui m'avait pris vraiment des plombes parce que j'avais essayé de suivre une méthode hyper stricte, donc le fameux l'anatomie du scénario de John Truby, que j'ai voulu suivre à la lettre. Enfin bref, ça a été une horreur à écrire. Et donc je ne pouvais plus le voir en peinture, je me suis dit ça c'est bon, ce sera mon premier roman écrit, au moins je l'ai terminé et puis il reste dans un tiroir de ma Dropbox. Et donc j'ai vu passer ensuite le concours Folio SF et je me suis dit ça serait quand même l'occasion de ressortir ce truc et de au moins l'amener jusqu'au bout, puisque voilà, j'avais écrit un premier jet un peu brouillon et je me suis dit que ça pouvait être bien, même pour moi d'avoir un vrai roman fini, abouti. Et il s'avère qu'est arrivé le Covid et le confinement et que j'ai eu plein de temps grâce au chômage partiel et que ça m'a permis de vraiment terminer ce roman, alors de le réécrire. Je pense que j'ai jeté les 2/3 de ce que j'avais fait, je suis vraiment repartie, pas de zéro mais presque quoi. Et voilà, ce qui m'a permis de l'envoyer vraiment le jour de la fin du concours. Avec un joli sens du timing, du coup. C'est ça. J'avais fait mon rétro-planning exprès, pour être sûre d'être dans les temps. Mais c'était vraiment plus un challenge personnel de me dire ça me met une deadline pour ce truc que je me traîne depuis des années. Que ce soit enfin vraiment terminé, passer à autre chose. Alors après, c'est vrai qu'une fois qu'on a envoyé le texte, même si c'est que pour soi, il y a quand même ce petit espoir qui reste au fin fond de la tête. On ne peut pas forcément se l'enlever, mais c'était pas du tout... je comptais pas dessus, quoi.
Si bien que sur le site, il y avait écrit que le gagnant serait contacté courant juillet et annoncé à la rentrée. Moi, 31 juillet minuit, j'ai pas eu de mail. Je me dis très bien, c'est pas moi. Et j'ai commencé à réécrire le roman en écrasant le fichier Word, évidemment, parce que j'avais plus besoin. Donc, je l'ai fait relire à des bêta-lecteurs. Je m'étais fait une liste d'éditeurs auxquels l'envoyer. Et puis, en fait, en septembre, j'ai reçu l'appel de Pascal, dont tu parlais, Guillaume. Voilà, de Folio SF, me disant que c'était mon roman qui avait remporté le concours. Donc je suis un peu tombée des nues pensant que vraiment c'était mort, j'étais passée à autre chose. En fait, ils avaient juste pris du retard à cause du Covid. Et voilà. Okay. Oui, ça doit être stressant en plus d'avoir ce moment de flottement et puis de passer presque à autre chose et que finalement on te dise mais en fait si, c'est toi qui as gagné. J'ai pas stressé du coup, puisque pour moi c'était vraiment... Oui, c'était passé, mais oui, j'imagine que c'est stressant déjà d'envoyer un premier texte, mine de rien, même si tu dis que c'était plus pour passer aussi, te permettre de passer à autre chose et d'entamer, j'imagine, d'autres textes derrière. J'avais 2 questions sur lesquelles je voulais revenir juste avant que tu enchaînes, Arki. Désolé. Mais en fait, tu as parlé de John Truby et de l'anatomie du scénario. Et je voulais te dire que je crois que tu l'avais dit dans une interview, effectivement, que ce bouquin il était... on va dire compliqué, je pense, à appliquer. Et je l'ai lu. Déjà, j'ai trouvé que c'était quand même pas facile de rentrer dans cette méthode. Et c'est effectivement, c'est une méthode qui est, je trouve, difficile à mettre en place pour un aspirant écrivain. C'est pas ce qui va être le plus simple à suivre, je trouve. Non, c'est clair. J'ai une relation amour-haine avec l'anatomie du scénario. Je trouve que c'est vraiment plein de bonnes idées, plein de bons principes, on va dire, scénaristiques qui fonctionnent. Mais pour moi, maintenant, je l'utilise plus a posteriori. Une fois que j'ai un texte, peut-être un premier jet, ou quelque chose dans lequel je bloque un peu, je retourne dessus pour reprendre certains principes et me dire, OK, où est-ce que ce que j'ai fait peut coincer? Comment est-ce que certaines choses que propose Truby peuvent me débloquer dans ce que j'ai déjà écrit? Et voilà, en reprenant certains principes, pas tout à la lettre de A à Z avec ses 22 étapes ou je sais pas combien. Non, ça c'est trop. C'est ça. Et en plus, d'autant plus que c'est surtout adapté au scénario de cinéma, plus qu'au roman. Oui, c'est ça, clairement. Oui, Gilles. Oui, non, je voulais aussi réagir sur cet ouvrage parce que je peux témoigner indirectement parce que mon co-auteur Anselme Hochkorn sur Chouchara chez Scrinéo ne jure toujours que par ça. Et j'avoue qu'on a eu quand même beaucoup de mal à appliquer ça aussi. Et c'est vrai que finalement, au bout du compte, on a pas tout envoyé balancer, mais pendant l'écriture, c'est vrai que ça me paraît quand même assez presque. Il y a un côté carcan. Voilà, donc je comprends tout à fait qu'on le laisse en bord de route et qu'on y revienne ensuite seulement parce que c'est vite pesant. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai un côté un peu scolaire où, en plus, c'était mon premier roman, j'avais jamais terminé de roman. Donc, je me disais, ok, je prends la méthode, là au moins je sais que ça marche, je la suis et c'était une béquille en fait. Faudra qu'on fasse un jour un podcast sur les livres qui parlent d'écriture. Je pense qu'à mon avis, il y a énormément matière. Attendez. T'en as des spécialisés aussi sur comment écrire de la fantasy pour le coup. Ouais, clairement. Mais c'est pas Card qui avait fait ça? Terry Brooks aussi, il me semble. Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs. Terry Brooks. Le fameux Terry Brooks. Je l'ai traduit celui-là, donc. Oui, celui-là, n'est-ce pas? C'est pas. Enfin, il raconte à moitié sa vie, autant qu'il parle d'écriture, donc c'est encore différent. Oui. Mais bon, voilà. Mais moi j'ai également donc ma deuxième question, ça portait effectivement sur ce concours auquel tu as participé, Chris, parce que je me rappelle que je l'avais vu passer et je m'étais fait la réflexion, et je crois que la réflexion on l'avait faite également en forum, que le délai était hyper court. Et quelqu'un avait dit très justement en forum, ce qui ensuite a été confirmé quand tu as remporté le concours, qu'il valait, typiquement vu le délai serré, il valait mieux avoir déjà un texte de fait qu'ensuite tu retravailles plutôt que de partir from scratch de zéro, parce qu'en fait pour ce genre de concours c'est quasi pas possible en fait de commencer sans avoir écrit une ligne pour un délai qui, je crois que c'était 3 mois il me semble. Enfin voilà.
Je sais plus, moi je l'avais vu passer pas mal à l'avance, mais alors je pense qu'ils avaient annoncé juste le concours, qu'ils n'avaient pas encore lancé les inscriptions, enfin les candidatures. Il me semble que je l'avais vu passer peut-être en septembre et c'était en mai la deadline. Après, peut-être que les candidatures étaient ouvertes un peu plus au début de l'année. Après, de toute façon, je trouve qu'un concours de roman, sauf si c'est un thème extrêmement précis où il faut écrire vraiment pour le concours, je trouve ça chaud d'écrire un roman entier juste pour un concours, presque sous contrainte. Faut arriver après à le caser ailleurs aussi, si ça rentre vraiment pile poil dans le thème. Là, c'était un thème assez large, hein, qui était plus un prétexte. Contrairement au concours de nouvelles, où là, oui, c'est plus de l'écriture sous contrainte. Ouais, clairement. Mais le volume du coup de la nouvelle fait que ça s'y prête C'est effectivement ça. plus, quoi. Mm. Parce que écrire un roman, d'autant plus si c'est ton premier, je Oui. pense que enfin, le faire en 6, 7, 8 mois, c'est quasi impossible. Ouais, après, je pense que les concours qui sont comme ça en début d'année, il y a tous les gens qui ont fait le NaNoWriMo en novembre, qui ont un premier jet dans les tiroirs. Ils doivent se dire, ah bah, c'est l'occasion de le placer quelque part. C'est vrai. À partir de quel moment, toi, tu t'es considérée toi-même comme une autrice? Est-ce que c'est le fait d'avoir un roman édité ou est-ce que c'était déjà le fait d'écrire? Sachant que de toute façon, c'est vraiment très. Je pense que c'est une perception qui est hyper personnelle, mais pour le coup, je me demandais, n'étant pas passée de l'autre côté du miroir, ce que ça fait. Bonne question. Je sais pas si je saurais mettre une date vraiment dessus. Après, il y a le moment où moi je me considère autrice et le moment aussi où j'arrive à le dire aux autres, qui est Ouais. peut-être un petit peu en décalage. Je pense que vraiment à partir du moment où mon premier roman a été publié, je me suis dit, ok, je fais partie des auteurs en tout cas. Je suis dans cette catégorie. Mais je bossais encore, voilà, j'avais encore un travail salarié, etc. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai pu commencer à vivre un petit peu de ça, parce qu'aujourd'hui, donc, j'écris et je fais aussi de la traduction à côté, mais maintenant, voilà, c'est mes deux sources de revenus. Là, maintenant, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis je suis autrice et traductrice. Donc le côté financier, en fait, tout simplement, de pouvoir vivre de son écriture a beaucoup joué aussi. Moi, j'ai une question sur... tu as vécu en Irlande. Oui. Qu'est-ce que tu gardes un peu de cette expérience? Et est-ce que tu penses que ça t'a influencé plus ou moins directement dans ton écriture? Alors ça m'a influencé carrément directement, puisque donc Porcelaine sous les ruines, mon troisième roman, que j'ai écrit sous pseudo, comme tu disais, je l'ai écrit en Irlande, et du coup ça se passe en Irlande, et j'ai pris les paysages, la musique, les voix, les gens qui étaient autour de moi pour l'écrire. Donc c'était tout à fait conscient et assumé. Donc j'ai vécu pendant 1 an, en 2022-2023, et c'était extraordinaire. C'est un pays que j'avais pas forcément choisi à la base. On voulait plutôt aller en Angleterre, mais avec le Brexit, ce n'était plus possible. Du coup, on est allé en Irlande. Et à aucun moment, je regrette ce choix. Je suis tombée amoureuse de ce pays, de sa culture, de ses gens, en fait. Il y a vraiment, c'est peut-être un peu cliché, hein, mais c'est vraiment des gens super accueillants. Et ça, on l'a vécu. C'est-à-dire que jour 1, on avait des voisins, on avait une communauté, on avait vraiment des gens et qui sont restés pendant 1 an. C'était pas juste « Ah, c'est cool, c'est les petits Français, les nouveaux, la curiosité du coin », parce qu'on était dans une petite ville. C'est vraiment, on s'est liés d'amitié, quoi. C'est des gens avec qui on est encore en contact aujourd'hui. Toute la culture autour de la musique aussi. Le fait que toutes les générations se retrouvent dans les pubs le soir, chacun ramène son instrument et tout le monde connaît les mêmes morceaux, tout le monde vient improviser sur les mêmes morceaux de musique. Il y a vraiment une communauté qui se crée autour de ça et des atmosphères incroyables. Quand tout le monde est le soir avec son cidre ou sa Guinness dans le pub, avec les violons, les accordéons et les vieux qui chantent leurs ballades, c'est quand même quelque chose d'assez pittoresque qu'on n'a pas forcément en France. Ouais. Excellent. Et par rapport à ce que tu disais juste avant sur le fait que tu écrives, si j'ai bien compris, pas forcément à plein temps, mais presque, vu que tu as une autre activité professionnelle à côté, vu que tu es traductrice également. Comment est-ce que tu arrives à gérer au quotidien, justement, cette double casquette? Je gère tout simplement en fonction des deadlines que j'ai. C'est-à-dire, quand j'ai une deadline de traduction, je ne fais que de la trad. Et puis une fois que la traduction est passée, avant la suivante, je me penche sur l'écriture. En gros, je fais ça. J'alterne par grosses phases. Et c'est pas plus mal. Moi, j'aime bien avoir du temps sans écrire vraiment des romans. Soit pour laisser reposer un texte que j'aurais dans un tiroir, ou le temps de retrouver des idées, de l'inspiration.
ouais, j'ai besoin de faire aussi revenir un peu le désir de l'écriture, de pas être tout le temps en train d'écrire. Ok, ça marche. Ah, mais c'est ça le secret, alors c'est respecter les deadlines. Et pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt hein. Après, moi, je marche que comme ça. C'est-à-dire que si tu me donnes une deadline dans 5 ans, je le rendrai dans 5 ans, mais je lui mettrai 2 mois avant, quoi. Non, mais ça doit aider pour le planning, ouais, je devrais y penser. C'est ça. On va passer justement sur aborder un peu plus tes processus créatifs et les outils que tu utilises. Je te laisse la parole, Erké. Oui, moi j'avais une question par rapport à ton processus d'écriture. Qu'est-ce qui te sert? Enfin, je suppose que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et du coup, qu'est-ce qui te sert Est-ce que tu as un moteur en particulier? Ou est-ce que je sais pas, c'est des personnages qui te viennent et que du coup tu as envie d'intégrer dans une histoire? Est-ce que c'est des morceaux d'histoire? Est-ce que c'est des thématiques peut-être que tu as envie d'aborder? Est-ce que c'est complètement autre chose? Alors pour l'instant, j'ai publié 3 romans et les 3 ont été différents. Ok. Au niveau du moteur. Pour Dernier jour d'un monde oublié, c'est hyper dur de retracer parce que vraiment, je l'ai écrit sur 10 ans, il a complètement changé en cours de route. C'était vraiment, je pense, plus un désir d'écrire et plus des inspirations de ce que je lisais. Okay. Je me disais, moi aussi, j'ai envie d'écrire Game of Thrones, mais en un seul tome et en 300 pages. Pour Du thé pour les fantômes, c'est une phrase que j'ai lue, un vers d'un poème qui est au début du roman, d'ailleurs, en exergue. Qui se termine par « Et je prépare moi-même le thé pour les fantômes ». Et quand j'ai lu ce poème, tout de suite, j'ai eu une image. Voilà. Du thé, des fantômes, c'est très visuel. Et je savais qu'il fallait que j'écrive là-dessus, puisque vraiment, cette phrase m'a hantée. Après, ça a mis beaucoup de temps pour que je comprenne quel était le thème qui se cachait derrière, le thème de la famille, du transgénérationnel, etc. Parce qu'à la base, moi, je voulais juste faire un petit truc rigolo avec des fantômes qui boivent du thé. Je n'avais pas compris, en fait, tout ce que ça recouvrait. Et c'est en écrivant que ça s'est développé. Et sur Porcelaine sous les ruines, je l'ai dit, c'était à la fois l'Irlande, voilà, ces atmosphères, ces paysages que j'aimais tant, et puis après Du thé pour les fantômes, qui était très très exigeant et long à écrire, je me suis dit, je vais écrire un truc où je m'éclate, personne ne saura que c'est moi, je vais écrire un truc sur Wattpad en 2 semaines pour m'amuser, je vais écrire une fanfiction des Bridgerton, et voilà. Et là, en fait, mon éditeur me dit, on sort la collection Olympe, donc une collection de romantaisie, est-ce que ça te dit d'écrire dedans? Je dis, bon, ok, mon petit projet pour moi toute seule va se transformer en Pascal. Voilà. Il ne savait pas, hein, c'est lui qui... On va dire que c'était un alignement des planètes, ou une bonne intuition de sa part. Donc voilà, ça s'est complètement transformé pour devenir le roman que c'est aujourd'hui. Donc, des impulsions à la fois externes, avec voilà, l'éditeur qui vient me proposer quelque chose, d'inspiration, de ce que je lis, de ce que je regarde, une phrase que je lis. Après, là, les différents projets plus ou moins avancés ou juste à l'état d'idée que j'ai en cours, c'est plus des expériences vécues. Un lieu visité qui me parle énormément. Là, l'expérience de la maternité, puisque je viens d'avoir un petit garçon. Voilà. Des choses que je traverse et qui me donnent des idées d'histoire. Ok. Donc finalement, plein de sources différentes, effectivement, qui s'accumulent et qui se nourrissent les unes des autres aussi, j'imagine. Oui, totalement. Et après, tout le défi, c'est de savoir qu'est-ce qui constitue une idée assez forte pour vraiment terminer en roman. Et là, il y a quelque chose de l'ordre des tripes, quoi, du viscéral, de voilà, cette phrase que je lis et qui me cloue vraiment physiquement sur ma chaise, ou en Irlande, ce château que je visite sous la neige, et où je me dis, mais je suis en train de vivre dans une réalité parallèle, là, c'est pas possible, il faut que j'en fasse un roman. Ouais, il y a ce petit moment à chaque fois de frisson, vraiment, pour me dire, là, je crois que je tiens quelque chose. Ok. La petite graine qui après pousse et devient un roman. C'est ça. Sur le fait d'écrire tout court, je sais qu'on a parfois tendance, surtout quand on n'écrit pas d'ailleurs, on a tendance à idéaliser le processus d'écriture en imaginant qu'en fait ça ne demande pas de travail au sens rébarbatif du terme, que c'est de l'inspiration et que de l'inspiration. Bon, quand on connaît un peu l'envers du décor, on sait bien que ce serait trop facile si c'était ça et qu'il y a plein de moments où c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des moments où ça ne vient pas, il y a des moments où on a des grandes périodes de creux où il n'y a juste rien du tout qui vient. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? J'imagine que oui. Et comment toi, est-ce que tu gères ces moments qui sont plus laborieux, que ce soit juste des moments où je dirais, ça gratte un peu sur un texte et où c'est peut-être un peu plus difficile d'avoir où certains passages sont parfois plus compliqués à écrire que d'autres, ou au contraire les périodes plus longues où créer c'est plus compliqué?
Si j'avais les réponses, je serais bien contente. Non, mais alors il y a des petites choses que j'essaye de mettre en place. Mais c'est marrant ce que tu dis sur fantasmer le processus d'écriture parce que je trouve même aujourd'hui que ça disparaît pas totalement pour moi. C'est-à-dire que quand j'écris pas, je me fantasme en train d'écrire. Ah, si seulement j'avais du temps pour écrire, ça serait génial. Et je m'imagine dans un truc complètement romantisé. Alors que je sais très bien qu'une fois devant mon ordi, je vais avoir envie de faire tout sauf écrire. Mais il y a ce côté déjà d'arriver à romantiser un petit peu l'écriture, c'est-à-dire me mettre dans un joli cadre, peut-être aller dans un salon de thé, rendre le truc un peu, je sais pas comment dire, me mettre en scène face à moi-même presque, pour me donner envie de me lancer. Ça, c'est pas suffisant en soi, mais ça peut être la petite étincelle qui donne envie de faire le reste. Que ça fasse presque partie d'un cadre, je sais pas, esthétique. Je me fais un thé. Voilà, je m'allume une bougie. Je dis sur Instagram que je vais écrire aussi pour me rendre redevable envers les gens. Après, il y a le côté aussi écrire à plusieurs, c'est-à-dire... alors ça c'est plus rare, mais par exemple partir quelques jours avec des amis qui écrivent aussi et on se dit ok, cette semaine on fait que écrire. Alors ça c'est vraiment un privilège, tout le monde ne peut pas le faire et on l'a fait 2 ou 3 fois et franchement moi ça m'aide beaucoup de savoir qu'à côté il y a des gens qui font la même chose, elles sont concentrées, ça me culpabilise, je me dis ok, il faut vraiment que je m'y mette, j'ai payé ma semaine de Airbnb, il faut que je la rentabilise. Ou tout simplement, j'ai payé mon salon de thé, je me suis habillée, parce que oui, quand je travaille à la maison, encore faut-il s'habiller. Et je suis sortie, j'ai payé mon thé, donc je vais rentabiliser mes 2 heures, donc ça m'oblige à écrire. Voilà, c'est les petits trucs du quotidien. Après, sur les périodes plus longues d'écriture, où il n'y a rien qui vient, comme j'ai la traduction à côté, ça aide aussi à ne pas trop mettre l'emphase dessus et à ne pas faire monter le truc en pression, tu vois. Parce que ça, c'est contre-productif. Donc je laisse de côté tout simplement, j'attends que ça vienne. Après quand ça fait longtemps, ça commence à être un peu flippant malgré tout. Là, Pour Soleil sous les ruines est sorti il y a bientôt 2 ans en fait, on est en septembre 2025, il est sorti début 2024. Entre temps alors j'ai écrit mais un livre qui va être publié, on pourra peut-être en parler en 2026 et en plus un roman à 4 mains, mais de roman perso j'en ai pas écrit depuis. Je bloque, je suis toujours sur la même idée en boucle, j'essaie de tourner dans tous les sens, je repars à zéro et tout, plein de fois. Et là, ouais, franchement, à part le laisser de côté, faire autre chose et essayer de faire confiance à mon inconscient pour qu'il bosse en sous-marin pendant ce temps, j'ai pas encore trouvé d'autres solutions. Mais est-ce qu'il y a quand même un moment où tu te dis bon allez vas-y, il faut quand même que je me remette sur ce point qui me bloque parce que je pense que beaucoup d'aspirants écrivains et même d'écrivains un peu confirmés vont rencontrer ce problème. C'est-à-dire que tu tombes sur un problème, tu te dis bon je laisse, j'essaye de laisser un peu ça de côté. Parfois ça marche, mais parfois il y a aussi des moments où c'est pas forcément évident et où ça fonctionne pas toujours, tu vois. Je prends un exemple extrême, hein, mais je pense qu'à mon avis, George Martin, ça fait un peu longtemps qu'il a laissé ses intrigues problématiques de côté, tu vois. Et pour l'instant, ça a pas l'air de revenir. Mais bon. Ouais, c'est un peu le piège en fait. Non, mais après, régulièrement, hein, quand je dis que je laisse de côté, ça ne veut pas dire que j'y pense pas du tout. Ça reste toujours en fond de tâche, j'y réfléchis beaucoup. Dans un coin de ta tête. C'est ça, dans un coin de ma tête. Ou aussi, par moment, on a 4 heures de trajet avec mon mari, je lui dis bon, il faut qu'on parle de mon roman. et le brainstorming comme ça, de lui refaire un peu la trame, qui me pose des questions, qui me propose des idées qui vont pas du tout me convenir, mais qui me dit non, ça va pas du tout, c'est pas ce que je veux faire. Oui, mais du coup, qu'est-ce que tu veux faire par contraste? Le brainstorming comme ça, le petit ping-pong d'idées, à un moment, se prendre quelques heures pour y réfléchir, ça peut aider. Et ça peut débloquer des petites choses. Après, s'il y a des passages plus concrets qui bloquent, par exemple, dans le cadre d'un premier jet, je vais aller tout simplement écrire d'autres passages. C'est-à-dire que je n'écris pas forcément de manière chronologique l'ordre de l'histoire du début jusqu'à la fin. Je me laisse la liberté de sauter des passages. Alors, mon moi du futur ne me remercie pas en général, puisqu'il y a juste écrit en surligné « scène à rédiger », et là tu te maudis. Mais en général, voilà, je vais essayer d'aller d'abord quand ça bloque vers les scènes que j'ai envie d'écrire, en fait, celles qui m'ont motivée, que j'avais en tête depuis le début. Et puis des fois, je me dis que tout simplement, s'il y a des passages que j'ai pas envie d'écrire, c'est peut-être qu'ils sont chiants à lire aussi, donc peut-être qu'il faut pas que je les écrive. Et d'arriver à faire des petites ellipses comme ça, des fois, ça peut être pas mal. Oui, finalement, ça fait un indicateur aussi, mine de rien, ouais, bien sûr.
Non, moi j'ai une petite question du coup, parce que ça m'arrive aussi d'écrire les scènes qui me bloquent pas. Mais j'imagine que toi c'est pareil, parfois du coup, le problème c'est que quand tu reviens après sur la scène qui bloquait et que tu la débloques, parfois j'imagine que tu te rends compte que la mise en scène de la scène déjà écrite, faut la réviser parce que du coup il y a des choses qui ont changé, non? Enfin, je suppose. Ouais. C'est un peu le problème du mois du futur. Ouais, c'est ça. C'est que après, tu es obligé tout le temps d'adapter, de revenir, de retisser, de défaire, de retramer le truc. Après, je sais qu'il y a certaines scènes que j'écris, vraiment les scènes très fortes que j'ai depuis le début. En général, c'est peut-être même celles que j'écris en premier. Et j'essaie de trouver vraiment aussi à travers elles le ton du roman. Et donc, c'est des scènes un peu piliers sur lesquelles je vais pas revenir, ou très peu, ou me dire, ok, en fait, ce point-là de l'histoire et cette scène-là telle que je l'ai écrite à peu près, c'est pas négociable. Donc le reste va devoir s'adapter autour et pas à l'inverse. Là, actuellement, le projet perso que j'ai en tête, sur lequel je blogue donc, depuis X temps, j'ai 2-3 scènes écrites où je sais que ça, c'est le ton que je veux exactement pour le roman. C'est des points de l'intrigue qui bougeront pas. Et en fait, ça fait genre, je sais pas, peut-être 10 fois que je refais tout autour de ces passages-là. Alors après, à voir, est-ce que je m'y accroche trop et qu'en fait, ça bloque, c'est ça qui me bloque, je sais pas. Ouais, du coup, tu as des lignes rouges, effectivement, qui sont un peu les fondements, finalement, de tes histoires, quoi. Ouais. D'accord. C'est ça. Erké, tu avais une autre question. Ouais, je pense que j'ai déjà en partie la réponse, mais on va la poser formellement quand même. Est-ce que ça t'arrive du coup de partir dans des directions qui étaient complètement inattendues, qui étaient imprévues de fait dans ton fil rouge de base, parce que c'est le récit qui finalement t'a amené à ça, ou peut-être que c'est un personnage dans son évolution, on va dire, au fur et à mesure que tu l'écris, il y a autre chose qui d'un coup s'impose d'une certaine façon à toi. J'imagine que ça doit arriver. Ah oui, ça fait plus qu'arriver, c'est le principe presque. Non, mais à part des jours d'un monde oublié que j'ai vraiment écrit en mode architecte 100%, j'avance beaucoup plus à tâtons maintenant. Et donc, j'essaye, oui, de me laisser porter par ces scènes que j'écris, qui vont, comme je disais, être les fondations du reste, et voir un peu quelles fondations elles posent, quelles graines elles sèment, et qu'est-ce que ça peut donner comme type de plante. Alors après, quand tu vois la graine, tu sais pas exactement la couleur que va avoir la fleur. Ah là, cette métaphore. Je sais pas où elle m'emmène. Ah non, mais on la visualise. Mais en gros, oui, c'est... pour du thé pour les fantômes, par exemple, pour prendre un cas concret, comme je disais, je savais pas du tout que ça allait être un roman sur la famille. C'est en développant les personnages, même de manière complètement séparée, j'avais un personnage, un deuxième, un troisième, 3 personnages de femmes que j'avais complètement écrits séparément, carrément dans des cardets séparés. Je pensais même pas qu'ils appartenaient au même roman. C'était des petits fragments comme ça, de choses écrites. Et quand je me suis dit, mais en fait, ces deux-là, elles sont sœurs, et elles, c'est leur mère, et ça match pour telle et telle raison, là a commencé à se mettre en place vraiment le thème du roman. Et les petits bouts que j'avais écrits sur, en fait, une enquête de... mon héroïne qui va chercher un trésor avec un fantôme, je sais pas quoi, ça c'est complètement parti à la poubelle, c'était plus du tout d'actualité. Et là, ouais, je suis allée souligner en fait ces thèmes-là de la famille, de la maternité, du lien mère-fille, une fois que les personnages étaient déjà là. Après, sur Porcelaine sous les ruines, on est sur une fantaisie avec de la romance. C'est différent encore, puisque la romance, c'est quand même beaucoup plus codifié. Je pouvais pas faire tout à fait n'importe quoi. Et je suis avancée plus en alternance, c'est-à-dire je me prépare quelques chapitres en termes de synopsis, de scénario, je les écris, je dépasse un petit peu en jardinière, en impro, et une fois que je bloque, je reviens sur du plan, et voilà, j'ai avancé comme ça, donc je me suis un peu laissée emmener dans des directions que j'avais pas prévues dans mon synopsis de base, mais en revenant toujours à de la structure pour garder quand même quelque chose d'assez carré, puisque dans une romance, tu es obligé de passer par certaines étapes, pour que ça tienne debout, quoi. Tu dirais que le fait que la romance ait ce côté plus structuré avec des passages obligés, ça t'a simplifié son écriture ou pas forcément? Oui, Ouais. si. Je dirais que Ok. ça m'a simplifié l'écriture carrément. Parce que c'est comme de l'écriture sous contrainte en quelque sorte. Et moi je trouve que c'est... Je sais pas si c'est plus facile, simple, il y a un côté... tu pars d'une base en fait, tu pars pas de zéro. Tu pars d'un espèce de canevas qui quand même reste large et souple et justement avec lequel il va falloir jouer et puis l'adapter à ton histoire.
mais tu pars pas de complètement zéro, d'une page totalement blanche. Donc, j'avais vraiment décortiqué 2 œuvres pour voir quelles étapes exactement étaient communes et un peu obligées pour avoir une relation, notamment entre mes 2 personnages qui tiennent la route. J'avais pris donc le tome 2 des Bridgerton, saison 2, Kate Anthony, pour ceux qui ont vu. Et un truc qui n'a rien à voir, c'est une série Netflix qui s'appelle Grace et Frankie. Je sais pas si ça vous parle. Non. Je l'ai vu passer en publicité. En fait, c'est l'histoire de 2 couples très âgés. Les 2 hommes bossent ensemble depuis des décennies et c'est leur retraite, donc ils sont tous les 4 au resto. Les 2 femmes ne peuvent pas se saquer, c'est les opposés. On en a une qui est vraiment la bourgeoise extrêmement chic et l'autre c'est la hippie baba cool. Sauf que là, leurs 2 maris leur annoncent qu'en fait, depuis tout ce temps, ils sont ensemble et qu'ils les quittent pour vivre leur vie ensemble. Et les 2 femmes se retrouvent à devoir se mettre en coloc et en fait, c'est leur histoire d'amitié. Comment on passe, au lieu de enemies to lovers, on passe de enemies to friends. Mais c'est en fait les mêmes étapes, je me suis rendu compte de la relation entre elles. On passe par les mêmes passages obligés. Et donc en synthétisant un peu tout ça, je me suis rendu compte que il y avait un canevas à partir duquel il fallait que j'écrive. Et ça m'a aidé, oui. Ça m'a aidé à pas me poser des questions. Moi, j'avais jamais écrit de romance en plus avant ça. À pas me demander à chaque étape, mais est-ce que c'est pas en train d'aller beaucoup trop vite ou au contraire, est-ce que c'est pas beaucoup trop lent? Est-ce que c'est crédible la manière dont la relation évolue? Parce que pour faire passer 2 personnages de ennemis à amoureux, il faut quand même que ça soit un petit peu vraisemblable. Et en fait, ça sert à rien de réinventer la poudre à chaque fois, quoi. Moi, je voudrais parler de ton podcast. Donc, le club où on discute d'écriture sans filtre, que tu as longtemps animé ou co-animé Animé, ouais. Animé. Concrètement, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait, de partager des réflexions sur les processus d'écriture? Parce que j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, que c'est quelque chose qui t'a un peu drivé au départ. Enfin, on parlait de John Truby et de l'anatomie du scénario. Ouais, moi j'aime beaucoup les coulisses de l'écriture, même avant de me mettre vraiment à écrire plus sérieusement. Enfin, c'est quelque chose que je trouve super intéressant, toujours d'écouter d'autres auteurs parler. J'écoute beaucoup le podcast Procrastination. On connaît pas. Vous devriez, c'est super. Ouais, on vous en a dit du bien. L'équivalent, on va dire, anglo-saxon qui est Writing Excuses. Voilà, comme je disais, voilà, je lisais John Truby. Je l'ai lu pour écrire mon roman, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je trouve passionnant, même quand c'est pas forcément pour m'en servir ou pour m'appuyer dessus, juste entrer dans l'atelier d'écriture des autres, je trouve ça chouette. Et puis après, ça a été aussi des circonstances où donc je partais vivre en Irlande. Je me mettais à mon compte, je savais que j'allais avoir du temps, et je quittais aussi du coup toutes mes copines d'écriture qui elles restaient à Paris. Et je me suis dit, ça serait cool qu'on continue quand même à échanger autour de notre écriture, puisqu'à chaque fois c'est hyper riche, chaque fois qu'on se voyait, même si c'était pas pour écrire, juste autour d'un apéro, on finissait forcément par parler de nos petites galères du moment, de là où on bloquait, par brainstormer et tout. Et je trouvais ça hyper riche, hyper enthousiasmant et motivant pour ma propre pratique. Et puis aussi pour garder tout simplement un lien avec mes amis que j'allais plus voir au quotidien. Et donc je leur ai proposé, voilà, est-ce que ça vous dit qu'on fasse la même chose que ce qu'on fait autour de nos apéros où on discute d'écriture, mais on le fait, cette fois on s'enregistre et puis on le partage avec ceux que ça peut intéresser. Et puis voilà, l'écriture peut être aussi assez solitaire. Et je trouvais ça sympa de faire rentrer un petit peu les gens dans cette petite communauté d'écriture qu'on avait réussi à créer. Et aujourd'hui, ce podcast, il continue, hein? Ouais, il continue. Donc moi, je l'ai animé pendant 3 ans. Et puis là, c'est donc Laetitia Lajoigny, une de mes amies autrices, qui reprend le flambeau. Et le podcast continue 1 fois par mois. Ce sera cette année, à chaque fois, le dernier dimanche du mois. C'est 1 heure, 1 heure et demie de discussion, à chaque fois sur un thème autour de l'écriture. Ouais. Laetitia Lajoigny qui a écrit Le Serment des traqueurs au Seuil. C'est ça, entre autres. Elle a écrit aussi Lou et le pouvoir de la lune, chez Michel Lafon, et Maudite, chez La Martinière Jeunesse, qui est sélectionnée pour le prix Imaginable des collégiens. Right. Et pour revenir un petit peu à toi, quand tu écris un nouveau livre, tu en as parlé un petit peu, donc tu as des bêta-lecteurs. Est-ce que c'est forcément toujours les mêmes ou est-ce que tu les adaptes, entre guillemets, selon le projet, avec parfois des regards
pour avoir des regards un peu complètement neufs ou pas? Je les adapte selon le projet. J'en ai 2, on va dire, qui reviennent presque à chaque fois. C'est mon mari qui lit, même presque avant le premier jet, qui suit vraiment le projet depuis le début. Sauf pour Porcelaine sous les ruines, où il a dit que c'était une romance et donc ça ne l'intéressait pas. Il l'a lu à sa sortie et finalement il a aimé. Ça, c'était une belle victoire. Et puis mon amie Léa, qui fait partie donc aussi du podcast d'écriture, qui est aussi éditrice dans la vraie vie, et qui a un regard toujours hyper aiguisé sur les textes, qui comprend vraiment à chaque fois ce que je veux faire. Et ce que mes autres amis veulent faire, c'est la bêta lectrice de tout le monde, parce qu'elle est trop forte. Mais pareil, sauf sur Porcelaine, puisque pour le coup, elle n'est pas du tout romance. Donc là, j'ai dû faire autrement. J'ai fait lire à 2 amis que je connaissais, qui, elles, étaient fans de romance. Et j'ai aussi fait un appel sur Instagram. J'ai dit, voilà, je cherche 2 bêta lectrices qui connaissent bien alors le genre avec... Voilà, j'ai vraiment balisé les choses. Oui. Voilà, je veux que vous connaissiez bien les Enemies to Lovers, la romantasy, la fantasy aussi, parce que je voulais aussi toucher un public quand même plus large que juste celui de la romantasy. Et j'ai eu 2 super lectrices qui se sont manifestées, donc voilà, je me suis adaptée comme ça. Après, par exemple, sur mon premier roman, Dernier jour d'un monde oublié, il y a quand même toute une partie avec des pirates ou avec des armes, et j'y connais rien, alors j'ai beau me renseigner, heureusement que je l'ai fait relire par quelqu'un qui s'y connaissait un peu en armes, parce qu'il m'a dit, à la fin, t'as des rafales de trucs à tromblon, là, ça marche pas par rafale, ce truc. Donc des petites choses bêtes comme ça, mais qui font un peu la crédibilité du livre. Et donc voilà, j'ai un noyau, on va dire, et après, autour, j'essaie de prendre des personnes qui vont aussi comprendre le projet, je pense. Voilà, quelqu'un qui lit que de la romance, c'était super pour Porcelaine sous les ruines, mais sur du thé pour les fantômes, je pense que ça m'aurait pas apporté grand-chose. Ok. Pour parler d'un autre sujet qui est tendance en ce moment, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de l'IA pour la création? Parce que on sait que c'est un sujet qui est vraiment extrêmement, qui fait extrêmement parler pour tout un tas de raisons. On en avait fait un podcast il y a bien 2 ans, et je pense qu'on pourrait presque en refaire un tous les ans, tant ça évolue. Ça évolue quand même très vite. Et moi, ça pose toujours. Plus que comme ça maintenant. Ok. Tous les romans, c'est l'IA. Au moins, c'est clair. Non, mais c'est rapide. Au moins, c'est rapide. Ça fera une bonne accroche pour teaser le l'épisode. Le titre, Chris Vuklicevic, je n'écris plus qu'avec l'IA. C'est ça. C'est bien, ça fera des vues. Exact. Non, alors, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, donc je ne vais pas parler en tant qu'experte, mais plus de moi, mon expérience, et aussi que du côté de l'écriture, parce que côté visuel, image, etc., c'est pas du tout mon domaine. Ça me fait juste flipper, mais à part ça, voilà. Sur l'IA côté création littéraire, donc moi je l'ai jamais utilisé pour écrire. Je pense que tout début, quand c'est arrivé, je me rappelle encore en fait le jour où j'ai testé pour la première fois ChatGPT. J'étais en Irlande dans un salon de thé. Et c'est mon mari qui me dit, va sur ce site, vas-y, demande-lui un truc. Et donc, comme je suis dans l'écriture de Porcelaine sous les ruines, je lui demande de m'écrire une scène à la Bridgerton. C'était ahurissant. Et je me rappelle avoir poussé un cri dans le salon de thé. Genre, je fais, quoi ? Vraiment, j'étais complètement bluffée, quoi. Quand on n'a jamais vu ce que l'IA peut faire et que pour la première fois on tombe devant, c'est extraordinaire. J'ai réécrit, moi, tous les livres de Emmanuel Chastelier. C'est comme ça. Il y avait du boulot. Ouais. Mais parce que c'est un style qui est hyper codifié, qui est assez simple à reproduire. Et tout de suite, ce que je me suis dit, c'est les pauvres autrices de romances qui écrivent un roman par mois et qui vivent de ça, elles sont foutues. Parce que là, l'IA, elle est capable de le faire au même rythme, voire plus vite. Et sur des choses qui sont, encore une fois, ultra codifiées, où on ne dévie quasiment pas du canevas de base, malheureusement, l'IA, elle sait le faire, quoi. Et c'est ce qui va nous pousser à révéler encore plus notre singularité, je pense, en tant qu'auteur dans l'écriture. Après, voilà, l'IA, elle évolue sans cesse. Donc, tout ce dont on peut dire aujourd'hui qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'en sera jamais capable, s'il faut demain, elle sait le faire. Là où je pense que l'IA ne peut pas nous remplacer, c'est dans la conscience
que le lecteur a de lire quelqu'un d'humain en face. C'est-à-dire que je pense que exactement le même texte, mot pour mot, où tu sais que ça a été écrit par une IA, où tu sais que ça a été écrit par un humain, tu n'as pas la même expérience de lecture. Parce qu'en face, tu as quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. Tu as une empathie, une compassion, une connexion humaine qui se crée. Je ne suis pas seule. Si c'est une machine qui l'écrit, bah si, tu es quand même tout seul, mon pote. C'est juste, c'est de l'imitation, quoi. Et je pense que ça, spécifiquement, l'IA, elle peut forcément pas le reproduire, puisque c'est en dehors d'elle, quoi. Et puis après, à part nous, continuer à écrire, continuer à faire notre job du mieux qu'on peut, en essayant de se défendre un tout petit peu aussi, même si c'est hyper dur, pour pas que nos romans soient complètement avalés par l'IA pour la nourrir. Voilà, aujourd'hui, quand on est français et qu'on n'a pas écrit 50 romans, tu peux lui demander « écris-moi un texte sur le style de Chris Wilkes-Bickerstaff ». Elle ne sait pas le faire tout simplement parce que c'est perdu, noyé dans toute sa base de données, elle ne sait pas qui je suis. Mais on l'a vu, pour le coup, je repars sur le côté visuel avec les studios Ghibli. Ça, il y en a tellement que c'est trop facile, quoi. On peut aussi, dans les contrats, dans le dernier contrat que j'ai signé, on a un petit peu posé la question est-ce que vous pouvez faire en sorte que notre couverture ne soit pas faite avec de l'IA, que ça soit inscrit au contrat, que la correction, que les éventuelles traductions futures ne soient pas faites avec de l'IA, que ce soit inscrit au contrat. C'est encore difficile puisque c'est pas des clauses qui existent. Mais c'est quelque chose du coup qu'on commence à voir un peu dans les contrats, ça c'est intéressant. Qu'on essaye. Alors moi j'ai posé la question en me disant peut-être que ça n'existe pas, mais si on est plusieurs à poser la question, les éditeurs vont peut-être devoir adapter leur contrat. Après peut-être que si j'avais un agent qui était capable juridiquement de venir amender vraiment le contrat et tout, peut-être que ça se ferait plus facilement, je sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est des questions qu'on pose, dont on discute avec les éditeurs, qui pour la plupart sont aussi un peu atterrés, démunis et font de leur mieux pour y échapper, mais c'est pas évident, hein. C'est-à-dire que on connaît un éditeur qui a bossé pendant des années avec un illustrateur et qui s'est rendu compte a posteriori que la dernière couve qu'il lui avait commandée, en fait, il y avait l'IA dedans, quoi, et il ne pouvait pas le savoir, ça leur retombe dessus. Je pense que c'est de plus en plus compliqué de faire le tri. Même mon éditeur, je lui ai demandé est-ce que tu as un moyen de savoir si les manuscrits qu'on t'envoie c'est fait avec de l'IA ? Non. Comment je peux le savoir ? L'utilisation des tirets quadratins partout. Ouais. Oui, c'est vrai. Une typo irréprochable. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est souvent utilisé, comme les bases de données des IA, ChatGPT, etc., c'est souvent entraîné sur des modèles anglo-saxons. Eux utilisent beaucoup les grands tirets. Ouais, exactement. À la place des... Nous, on utilise des parenthèses. Eux vont utiliser ces grands tirets, en fait. Et si tu demandes des choses... Des tirets d'incise ? Des tirets d'incise, exactement. Merci, Erke. Je savais que tu aurais la bonne formulation. Donc ces tirets d'incise, en fait, ils sont énormément utilisés. Mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. L'IA, tu demandes un texte pour un réseau social, il peut te mettre 55 emojis sur 2 phrases. Je trouve qu'il y a effectivement, comme tu disais, quelque chose qui se voit un peu. Et c'était très intéressant justement ce que tu disais sur l'IA, parce que ça m'a évoqué ce que Boulet, le dessinateur, en disait sur le fait qu'il avait un prof qui lui disait c'est important, c'est même capital pour votre création que vous vous inspiriez de ce qui vous entoure et du réel. Parce que si vous ne faites que copier des modèles où vous inspirez par exemple pour vos propres dessins, d'autres dessins, en fait vous ne faites que copier, vous faites des copies de copies en fait. Et vous faites rien à partir de quelque chose d'authentique, d'original. Et en fait l'IA finalement c'est ça. Il n'y a pas ce vécu qui va faire qu'il va y avoir quelque chose de vraiment neuf qui va naître, en fait. Ce qui va paraître neuf, ça va toujours être un mélange de quelque chose qui a déjà existé et qui va être effectivement copie de copie de copie de copie, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Oui, carrément. Ouais. C'est-à-dire que l'IA, je peux lui demander, écris-moi un texte à la Chris Wilkes-Bickerstaff sur l'expérience de la maternité. Peut-être qu'il pourra le faire. Mais il n'est pas avec moi dans ma chambre le soir à 3h du matin quand je suis en train d'allaiter, que j'ai pas dormi depuis 3 semaines. Il ne sait pas ce que ça fait, en fait. Et ça, tant que je ne lui ai pas donné, que je ne lui ai pas fourni cette matière-là, c'est, comme tu dis, l'expérience vécue intime qu'elle ne connaît pas. Après, là où je m'en suis servie une fois,
c'est justement avec ma co-autrice sur notre roman à 4 mains, pour nous aider à trouver un titre, parce qu'on galérait à trouver un titre. Et pour brainstormer, en fait, ChatGPT, il est fort. Alors, on n'a pas pris de titre finalement tel quel qu'il nous avait donné, mais ça nous a aidé à avoir plein d'idées différentes, à mélanger des styles de titres, à trouver des mots-clés intéressants, à faire notre petite tambouille ensuite à nous. Ouais, même sur le podcast, tu vois, pour trouver des titres des podcasts, je lui donne tout le thème, je lui dis voilà, trouve-moi un titre en moins de X caractères pour YouTube, pour Spotify. Et sur du copywriting, en fait, sur du marketing, il est assez fort. Là où c'est balisé à chaque fois. Exactement. Et du coup, puisqu'on parle un peu des dessous éditoriaux de loin, on va essayer de se rapprocher un peu plus. Du coup, tes 3 romans ont été publiés chez un même éditeur, mais sous 3 labels différents, si je dis pas de bêtises. Est-ce que pour le coup, ça a eu une influence sur le travail éditorial justement des 3 textes ? Est-ce qu'il y a eu des différences entre les 3 processus ? Est-ce que finalement, tu as bossé à chaque fois avec plus ou moins les mêmes personnes ? Bon, on suppose que Pascal était quelque part dans l'équation, mais... En fait, c'est ça, j'ai bossé 3 fois exactement avec la même personne. Okay. Autrement dit, on veut des anecdotes sur Pascal Godbillon. Voilà. Oui, il n'y a pas que lui. Le travail éditorial, c'est pas que ça. Vrai, c'est aussi... c'est vrai. C'est aussi les gens chiants comme moi qui relisent derrière et qui disent cette virgule-là, faut l'enlever. Hein. C'est indispensable. Non, mais c'est vrai que j'ai bossé donc avec le même éditeur sur les 3. C'est juste que il s'avère que, donc, comme vous disiez, il y a eu le concours Folio SF. Ensuite, il m'a dit si tu as un texte, je le publierai en grand format chez Noël Lune d'encre. Et qu'ensuite, il a lancé Olympe et que mon 3e texte est parti là. Mais moi, je lui donne un texte, après, il le met où il veut, quoi, en gros. Après, donc le travail éditorial en soi, avec Pascal, on travaille toujours un petit peu pareil, c'est-à-dire que moi, je préfère bosser porte fermée. Je lui montre absolument rien tant que j'ai pas un texte qui, moi, me semble le plus abouti possible, où j'estime que presque il pourrait le publier comme ça. Ce qui est jamais le cas, bien sûr. Mais j'aime pas trop ouvrir la porte sur un truc qui est pas tout à fait abouti, parce qu'en plus, vous connaissez peut-être un peu Pascal, je sais qu'il va tout de suite me dire non mais ça va pas du tout. En tout cas, il va pas se priver de me dire que c'est nul, et en effet ça l'est puisqu'on est dans un début de processus, et il le sait, c'est pas ça le problème, c'est un éditeur, il sait qu'un premier jet n'est pas un roman abouti, mais en tout cas c'est pas de ça que j'ai besoin ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Donc je lui envoie un texte qui est quand même tellement avancé en général, puisque je l'ai déjà fait relire par des bêta-lecteurs, j'ai déjà retravaillé, réécrit, que on va dire que les corrections sont plus de l'ordre, alors peut-être pas du cosmétique, c'est un peu exagéré, mais il n'y a jamais de gros retravail en mode ce personnage il sert à rien, cet arc narratif il faut le retravailler. On n'en est pas là, quoi. On est plus sur tel petit chapitre qui sert de respiration, est-ce que tu es sûr qu'il sert à quelque chose ? Ou par exemple sur Du thé pour les fantômes, tous les passages en vers libre, il m'a dit est-ce que tu es sûr de vouloir les garder ? Ça passe ou ça casse, je pense que ça peut déplaire, etc. Et en fait, du coup, de les supprimer, j'ai dit, il n'y en a que 2 de passages en vers libre, je vais en faire un 3e, qui va arriver plus tôt dans le roman, pour rééquilibrer, et puis pour amorcer le truc plus tôt. Et finalement, ça a très bien marché, puisqu'aujourd'hui, en dédicace, c'est les passages que les lecteurs me citent tout le temps. Mais voilà, on a ce genre de discussion-là. Sur Du thé pour les fantômes, toujours, comme c'est une langue un peu orale, un petit peu parfois déstructurée, il avait bien prévenu les correctrices qu'il ne fallait pas remettre des virgules partout, que c'était normal s'il n'y avait pas les négations partout, qu'il fallait un peu surfer sur ce style particulier. Et puis sur Porcelaine sous les ruines, alors ça commence à lui faire beaucoup, le pauvre, d'avoir quand même 3 labels différents à gérer. Donc il a bien sûr travaillé dessus. Et puis il y a aussi son assistante éditoriale, maintenant, qu'il a réussi à faire embaucher. Qui n'est plus seulement une alternante et qui est heureusement très très utile pour le seconder, et qui fait aussi tout le travail de chasse des répétitions par exemple, tout ce travail là plus sur les formulations. Voilà comment on travaille. Et puis après bien sûr il y a les prépas de copie ensuite qui repassent par dessus et qui sont toujours utiles pour trancher des fois sur des petites formulations où Pascal il me dit non, je pense que cette formulation ça passe pas, et moi j'y tiens, je dis si je pense que ça passe. Bon, si derrière ça repasse pas à la correction et que ça repasse pas à la prépa de copie, bon, je finis par lâcher l'affaire en général. Voilà un peu comment ça se passe. D'accord. On va maintenant explorer un peu tes univers et les thématiques que tu y abordes. Je vais revenir sur ton premier roman, donc Dernier jour d'un monde oublié. Donc ça se déroule sur une île fermée
qui s'ouvre au début du roman avec une société donc, qui est organisée autour de la main, donc une sorcière qui gère les naissances, c'est ce que j'ai marqué, mais c'est pas le bon terme. Ouais, elle gère en fait l'équilibre démographique, on va dire. C'est-à-dire que si quelqu'un naît, il faut que quelqu'un meure. Ouais, tu l'as dit bien mieux que moi. Et moi, je voulais savoir comment ça t'est venu cette idée de construction sociale en fait. Parce que c'est quand même assez original finalement, on voit pas ça dans tous les romans. En fait, j'avais cette idée d'île fermée qui d'un coup s'ouvre. Ça, c'est vraiment ce qui est resté, le seul truc sans doute qui est resté tout le long depuis le début de cette idée de roman. Et en fait, sur une simple question logique, c'était comment on fait quand on est sur un endroit aussi petit, aussi fermé à quelques-uns. Les problèmes qui vont se poser, ça va être la surpopulation, l'extinction, la famine, sécheresse, voilà. Comment on gère ces problèmes-là Et puis, m'est venue cette idée, voilà, ce personnage masqué, une espèce de faucheuse qui faisait figure, voilà, de mort et de... Voilà, quand quelqu'un naît, il faut que quelqu'un meure. Comment exactement elle m'est venue, elle, je ne saurais pas le dire. C'est les arcanes de l'inconscient d'un auteur. Souvent, on nous pose des questions aux auteurs, je ne sais pas ce que tu en penses, Gilles, mais il faudrait me dire, allez poser la question à mon psychanalyste, il sera mieux pour répondre que moi. Non, après, c'est sûr que il y a toujours ce côté où parfois on a effectivement des idées qui sont qui viennent de très loin et qui nous ont jamais quittés, quoi. Et je repensais à ce que tu disais aussi plus tôt sur le fait de parfois mettre de côté des histoires, et c'est vrai qu'elles sont toujours un peu dans un coin de notre tête. Je pense qu'il y aurait sûrement des choses à dire sur sur tout ça, mais ouais, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là de l'image, enfin je sais pas si on peut dire, oui, l'image ou l'idée majeure qui finalement, elle résiste à tous les aléas, on va dire, que ce soit éditoriaux ou simplement de rédaction. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, c'est quand même difficile à expliquer, mais... Ouais, c'est dur de retracer le process qui t'a amené à une idée, souvent, parce que c'est dans ton espèce de cheminement intérieur qui n'est même pas vraiment verbalisé, formulé. Mais en tout cas, ce qui m'avait aidé, une fois que j'avais eu cette idée sur cette construction sociale, c'était aussi l'Islande. Vous savez, en Islande, tout le monde est à peu près cousin. Et ils ont même cette appli qui leur permet de savoir quand ils rencontrent quelqu'un à quel degré ils sont cousins, pour vérifier quand même. Et donc je me suis dit pareil, le risque sur une si petite île, c'est qu'en fait tout le monde soit consanguin, quoi. Et donc il faut bien quelqu'un pour gérer ça. Et donc l'idée de cette espèce de sorcière qui gère les naissances, les morts, mais aussi les unions, pour bien vérifier qu'il y a un minimum de brassage génétique. Ok. Erké, je te redonne la parole. Du coup, est-ce qu'il y a des sujets que tu as envie d'aborder dans le futur, des trucs dont tu sais que tu as déjà envie de parler, mais tu sais pas forcément quelle forme ça va prendre, ou peut-être des types de récits que tu as envie d'essayer, un genre auquel tu n'as pas encore touché et sur lequel tu aimerais bien écrire quelque chose? Alors, je pars pas trop de thèmes en général. Okay. Je me dis pas, j'ai envie de parler d'un sujet, donc je vais écrire un roman, parce que j'aurais peur, je pense, d'écrire quelque chose d'un petit peu pontifiant, de vouloir trop transmettre une idée au lieu de raconter une histoire. Après, j'ai jamais encore publié de jeunesse, et donc là, le fameux roman à 4 mains dont je parle depuis tout à l'heure avec mon amie Laetitia Lajoigny, c'est un roman de fantasy jeunesse pour les 8-10 ans. Donc ça, c'était très chouette de m'y essayer, parce que j'ai longtemps lu, j'en lis encore de la littérature jeunesse, j'ai bossé pendant longtemps pour une revue spécialiste de littérature jeunesse. Donc voilà, c'est un milieu que je connais bien, que j'aime, et donc je suis contente de pouvoir m'y essayer un petit peu. J'ai commencé à écrire aussi un projet pour une autre maison d'édition. C'est pas encore fait, donc je peux pas en parler. Pour des encore plus petits, 7-8 ans, presque première lecture. C'est un exercice aussi assez particulier. On est presque de l'ordre de la poésie, parce que chaque phrase doit vraiment percuter. Après, ce matin, dans le lit, pendant que mon bébé dormait, collé au sein, j'ai pris des notes sur mon portable pour un petit roman plus anticipation SF. Mais voilà, pour l'instant, c'est à l'état de notes sur mon portable. Vous avez l'exclu total. Hein. Il faudra vite monter ce podcast. Personne n'est au courant. Et personne ne sera au courant avant un bon moment, puisque j'ai quand même pas mal d'autres projets sous le coude, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi, m'est venue une idée d'album aussi pour les tout petits. Il y a quelques semaines, 2 idées même, sur lesquelles j'ai commencé à écrire.
Quoi d'autre? C'est déjà pas mal, non? Ouais, carrément. C'est pas mal, ouais, ça. Et puis un jour, j'aimerais bien aussi réécrire chez Olympe sous le pseudonyme Ada Vivalda, puisque j'ai aussi une autre idée de romance. Je ne sais pas encore exactement quelle forme ça prendra. J'avais commencé à écrire quelques chapitres, mais je ne suis pas sûre que je vais les garder. Et qui pour le coup serait très inspiré de mon histoire personnelle. Donc, avec mon mari, on s'est rencontrés en prépa en internat et il y a eu des lettres anonymes glissées sous des portes. Donc c'est très romanesque. Il n'y a plus qu'à prendre la matière. C'est une bonne source d'inspiration, en tout cas, c'est sûr. C'est clair. En tout cas, tu as répondu à ma question sur la romance. J'allais te demander si justement tu comptais en réécrire une sous ce pseudo. L'autre question que j'ai, elle vient d'une albacinienne qui demandait si tu aurais l'idée éventuellement de partir sur une histoire plutôt orientée... En fait, ce que tu disais par rapport à Du thé pour les fantômes, qui aurait pu s'orienter sur un côté un peu polar enquête, avec une enquêtrice qui est aidée de fantômes pour résoudre des enquêtes, justement. Elle se demandait si du coup ça pourrait être une idée ou pas. Alors si l'idée c'est un spin-off de Du thé pour les fantômes, non. Je pense que le roman se suffit à lui-même et que ce serait un peu mercantile d'aller tirer le filon. Après, j'adorerais un jour écrire une espèce de cozy mystery, cozy fantasy. C'est un genre que j'aime bien regarder, notamment en film ou en série. Sur Netflix, ils en font pas mal en ce moment. J'aime beaucoup cet univers-là, donc pourquoi pas un jour. Je note l'idée, merci. Sinon, moi, j'ai une question toujours pour Du thé pour les fantômes. Dedans, tu revisites la figure de la sorcière de manière quand même très nuancée. Je veux savoir ce que tu voulais montrer à travers cette réécriture. Question peut-être un peu alambiquée, mais... Non, c'est pas alambiqué, c'est juste que c'est pas comme ça que je me pose la question quand j'écris. Comme je disais, je pars pas de thème en me disant je veux montrer ça, donc j'utilise un personnage pour le faire. Ça part du personnage. Et cette figure-là de la sorcière, la vraie méchante sorcière de Blanche-Neige, quoi, c'est une image. Alors pour le coup, c'est exactement ce que disait Gilles Haussel, c'est ces idées qui viennent de super loin, qui nous suivent comme ça un peu toute notre vie, presque des obsessions d'auteur. Ça, c'est simple. L'année de mes 3 ans, j'ai regardé Blanche-Neige tous les jours. Et donc, cette sorcière-là qui me faisait flipper... oui, aujourd'hui, c'est pas d'écran avant 3 ans. À l'époque, on s'en foutait. 17h, 19h, c'était le dessin animé. Et donc, cette image de la sorcière très moche, avec sa pomme rouge, et qui se transforme aussi, l'image de la... Ça, je l'ai réalisé plus tard, de la reine qui se transforme en sorcière, du masque, de l'apparence et tout. En fait, c'est des images, des thèmes qui reviennent beaucoup dans mes textes. Ou aussi la sorcière des contes de la rue Broca. Je regarde tout le temps les dessins animés des contes de la rue Broca avec cette sorcière verte, la sorcière du placard au balai et tout. Et ça me fascinait en fait, ces figures-là. Et donc je pense qu'elles sont là, elles sont vraiment ancrées dans mon imaginaire. Et elles ressortent sous différentes formes dans mes romans. Voilà, j'essaye justement de voir ce qu'il y a derrière, de voir au-delà de ce stéréotype en fait. Qu'est-ce qui se cache si on prend cette figure-là comme une vraie personne? Qu'est-ce que ça fait d'être vieille, d'être laide, d'être puissante, d'être rejetée? D'où ça peut venir? C'est quoi le background? Donc c'est plus comme ça que je réfléchis. Après, spécifiquement dans Du thé pour les fantômes, donc Egonia, la sorcière, elle est devenue en fait sorcière par le rejet de sa mère, par cette incapacité à se faire comprendre, parce qu'on ne l'a jamais autorisée à parler, parce que quand elle parle, il y a des espèces d'insectes... des papillons noirs qui se posent sur les choses et qui les font faner, qui les font vieillir. Et sa mère étant obsédée par la jeunesse, par la beauté, lui a tout simplement mis une muselière pour l'empêcher de parler. Et le jour où toute cette puissance-là éclate, forcément ça fait des dégâts, y compris sur elle-même. Avec une forme aussi je spoil complet, hein, mais c'est pas grave. Une forme aussi de jalousie de sa mère, puisque c'est une très très belle petite fille. Et donc voilà, l'idée que la beauté était aussi une malédiction, et qu'elle a préféré prendre une apparence de vieille sorcière pour qu'on la laisse tranquille, ce qui n'a pas forcément marché, puisqu'après, à cause de ses pouvoirs, elle a été chassée et rejetée, comme je disais. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui s'est mis en place sur la figure de la sorcière à travers Egonia, mais c'est vraiment venu du personnage. D'accord. Et concernant ton 3e roman, donc Porcelaine sous les ruines, donc dans celui-là, tu explores la romantaisie, donc il y a un genre qui est
en plein essor. On en a même fait un podcast. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y plonger? Je crois que tu l'as dit précédemment que t'aimais bien la romance. J'ai l'impression que t'es fan des Bridgerton, ça a été effectivement dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'était donc comme je disais un espèce de concours de circonstances entre ce que j'avais envie de faire à ce moment-là et puis Pascal qui vient me voir avec l'idée de la collection Olympe. Mais moi j'avais jamais lu de vraie romantaisie, on va dire. J'avais jamais lu Sarah J. Maas, Jennifer Armentrout, j'avais pas lu les piliers aujourd'hui de ce qui fait la romantaisie telle qu'elle est partout en librairie. Donc je me suis quand même un peu renseignée avant d'écrire. Je suis allée lire 2-3 choses, Le Prince Cruel, voilà. Je me suis pas vraiment reconnue dedans. Ah, mais j'ai pas du tout aimé Le Prince Cruel, mais bon, faut dire que c'est pas pour moi. Ah, je pense que t'es pas la cible. Ah non. Ouais, non. Mais sur les 3 que j'ai cités, en tout cas, c'est peut-être Le Prince Cruel, moi, qui m'a le plus plu. J'ai lu que le premier tome, mais parce qu'en fait, dans le premier tome, il y a finalement assez peu de romance. C'est surtout une mise en place d'un monde de fantasy. Puis j'aimais bien l'espèce de réécriture avec des fées sous la montagne et tout, un peu plus traditionnel que les fées dans, justement, Sarah J. Maas, où ils sont juste très jolis. Auquel tu penses de Sarah J. Maas que j'ai lu À Cotard. Ah ouais, bah j'ai lu le premier tome. Il n'y a pas de... C'est pas Le Prince Cruel, ça, du coup. Le Prince Cruel, ouais. c'est Holly, je sais plus quoi. Oui, c'est Holly Black. Ouais, pareil. C'est Holly Black, ouais. Ah ouais. On est sur 2 histoires différentes. Enfin, je te dis ça parce que Sarah J. Maas, son premier tome, Un palais d'épines et de roses. Voilà, je cherchais le titre en français, ça m'échappait. Moi, j'avais plutôt apprécié presque on va dire le premier tiers du roman que je trouvais pas si mal, cette réécriture de La Belle et la Bête. Et pourtant, encore une fois, je suis pas du tout la cible de la romance, pas du tout. Mais j'avais trouvé que c'était plutôt pas mal, avec une héroïne qui s'affirmait. Puis bon, après, bon voilà, elle va se faire enfermer dans ce château, et puis il se passe rien dans ce château. Ils sont 3. Ils font que manger et elles sont mis dans le jardin, quoi. Enfin, ouais. Oui, et encore, il faut attendre quand même un sacré moment. Donc bon. Non, mais après, je dis que je me suis pas reconnue dedans. Je les ai tous après écoutés en audio pour m'endormir sur plusieurs mois. Voilà, ça me servait de somnifère. Ouais. Mais donc je les ai tous à peu près lus / écoutés. Donc ça marche, je veux dire, ça marche. Après, t'as envie de savoir la suite, t'as envie de connaître et tout. T'as l'espèce de spin-off avec ses sœurs et tout. Mais en tout cas, c'est pas ce que moi j'avais envie d'écrire. Ouais. Je me reconnaissais pas là-dedans. Peut-être en tant que lectrice, pourquoi pas, mais en tant qu'autrice, en tout cas, c'était pas mon délire. Donc voilà, je suis vraiment plus repartie. En fait, plus que de la romantaisie, c'est ce que je dis à chaque fois à mes lectrices qui sont fans de romantaisie, attention, c'est plus de la fantaisie et de la romance mélangée que de la romantaisie, encore une fois, telle qu'elle existe en termes d'étiquette marketing aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça se voit même à la couverture. C'est-à-dire qu'on n'a pas une couverture qui est très sombre. On a voulu vraiment marquer le pas avec des couleurs beaucoup plus lumineuses, pour montrer qu'on n'allait pas être dans un truc un peu de dark romantaisie. Il n'y a pas de scène de sexe du tout. D'ailleurs, ça c'était un peu une inquiétude de se dire est-ce que ça va plaire, parce que finalement je pense que ça fait une certaine partie de l'attrait de la romantaisie aujourd'hui. Et en fait, il y a eu un vrai public pour ça, en disant c'est bon, on en a marre. Je pense les lectrices qui commencent à avoir lu un paquet de romantaisie et cherchent en fait finalement presque plus la fantaisie que la romance. En tout cas, il ne faut pas que la romance prenne trop le pas sur la fantaisie. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, de vraiment équilibrer les deux. Et pas juste les équilibrer, mais les entremêler. C'est-à-dire que la romance ne tienne pas debout sans le côté fantaisie et inversement. Et puis aussi un minimum d'effort quand même sur la langue. Parce que les traductions, qu'on a, le traducteur, les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne. Hein. Mais il faut dire ce qui est. L'accent, l'effort n'est pas mis sur le style, quoi. C'est fluide, il faut que ça passe tout seul, il ne faut pas que ça fasse obstacle à la lecture. Et en ça joue parfaitement son rôle. J'avais envie d'écrire un peu quand même. Donc de me pencher un petit peu plus là-dessus. Et pareil, j'ai quand même refait une passe pour couper certaines phrases en deux, parce qu'elles étaient trop longues. Mais même Pascal m'a dit, je pense que c'est un peu trop... Alors, je ne sais plus comment il me l'a dit, s'il m'a dit c'est un peu trop bien, mais c'est un peu trop complexe pour le public, tu crois pas? Je dis, ça va, on va quand même pas les prendre pour des débiles. Je pense que
sont capables de lire quand même. Et puis au pire, voilà, ça plaira qu'à une partie du lectorat, et ça a été le cas en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lectrices qui aiment Porcelaine sous les ruines, encore une fois, c'est des lectrices en fait qui lisent aussi de la fantasy, qui sont pas des pures lectrices de romantasy, qui sont venues à la lecture par Sarah J. Maas. C'est plus des lectrices peut-être un petit peu plus âgées, on va dire 18 ans et plus, quoi, et adultes, qui ont envie d'apprécier une histoire, une romance, sans que l'accent soit trop mis, encore une fois, sur les scènes de sexe, et puis qui sort un petit peu de ce qu'on voit habituellement, puisqu'on n'est pas du tout dans du medieval fantasy, on est sur une espèce de quasi-dystopie, si on veut inventer un genre. Donc voilà, tout ça fait qu'il est un petit peu à part quand même, je trouve, dans la catégorie romantasy. Ouais, super intéressant, je trouve ce que tu dis sur cet aspect-là. Ça m'évoque un autre podcast que j'écoutais la semaine dernière sur les séries coréennes, sur les K-dramas, et l'excellent podcast Blockbuster qui a disparu de France Inter d'ailleurs, malheureusement. Et justement, en fait, quand à la question qu'est-ce qui faisait que les gens aimaient les K-dramas, il y avait cette partie sur la romance de certaines de ces séries, où l'accent en fait était beaucoup plus mis sur la romance en elle-même et le développement des sentiments des personnages, donc la construction des personnages en fait, que sur les scènes de sexe. Et donc ce qui était dit dans le podcast, c'est que ça tranchait énormément avec des séries américaines où ça allait être un peu plus en mode genre scène 1, scène 2, scène 3, la chambre. Il y en a quasiment jamais de toute façon dans les K-dramas. Mais c'est ça. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que tu n'avais pas ces scènes de sexe, tu avais donc à la place un développement de la romance qui était plus appuyé, plus poussé, et effectivement l'absence de ces scènes, et qui convient en fait à un public finalement qui qu'on a peut-être aussi un peu marre, tu vois, des scènes de sexe, tu vois, ou qu'on a peut-être juste pas envie, quoi. Oui, Gillo. Non, je reçois à l'instant un message d'un certain Pascal G qui me dit que lui, il préfère quand il y a beaucoup de scènes de sexe, apparemment. Mais... T'inquiète, il est en public chez Olympe qui n'en manque pas. Ah bah voilà, faut qu'il se rattrape. Voilà. J'avoue que je n'ai pas lu tous les Olympe. Hein. Et ça sort aussi à un rythme quand même soutenu. Donc t'avais lu il y a une quinzaine d'années beaucoup de la collection Harlequin quand même. Moi j'avais lu tous les Harlequins avec les centaures, ouais. Ça, c'est... Oui, c'est ça. C'était Histoire d'amour avec des centaures. Il y avait beaucoup de centaures. Ouais. Mais ouais, c'était du pur Harlequin, ça, c'était encore autre chose. Mais ça marchait, hein, franchement. Et n'oublions pas que Maas, puisqu'on la citait, vend plus que Sanderson, hein, même si les ventes ne font pas tout, mais aux États-Unis, l'a rattrapé, et ce pauvre Brandon est un peu à la ramasse là. Peut-être qu'ils vont faire des concours de qui a la plus grande maison, tu vois, bientôt. Je ne sais pas. Je sais pas. Il écrit plus de pages, mais bon, ça fait pas toujours. Ouais. Après, ce que tu disais sur la déconstruction des sentiments et qui est en fait la construction des personnages. C'est vraiment quelque chose auquel j'ai dû me forcer dans Porcelaine sous les ruines, c'est-à-dire quelque chose que j'aime pas trop faire d'habitude, mais j'ai dû réussir à trouver un moyen de le faire d'une manière qui me plaise, c'est tout le monologue intérieur en fait des personnages, de manière très explicite. Oui. Avec l'héroïne, qu'est-ce qu'elle pense ? Il faut vraiment le détailler sur des pages, parce qu'en fait c'est ça qui plaît dans ce genre-là aussi, c'est de vraiment rentrer dans tout le détail des atermoiements, des dilemmes, etc. Voilà, quelque chose que j'aime pas faire d'habitude avec mes personnages, mais voilà, il faut arriver à trouver un angle, un style pour le faire qui soit pas trop dans l'explication de texte en fait. Ouais, qui soit quand même suffisamment détaillé, mais pas non plus complètement. J'allais dire rentre dedans, c'est pas le bon terme, mais. Un peu infantilisant, tu vas expliquer au lecteur ce qui est en train de se passer, ce que pense le personnage et tout. Faut garder une certaine subtilité, quoi. J'avais placé là la question de... Tu as commencé à l'évoquer, est-ce que tu veux qu'on reparle un peu de tes projets futurs ? Les projets futurs, je pense qu'on en a bien parlé. On en a bien parlé. Plus de détails sur le roman qui va apparaître. C'est tout. Justement, ouais, ça nous intéresse. Si tu te sens d'en parler, bien évidemment. Oui, je peux en parler un petit peu. Alors, on ne s'est pas encore calé avec Laetitia sur ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas à ce jour. Donc, je vais essayer de ne pas
pas trop spoiler. Donc c'est à 4 mains avec Laetitia Lajoigny. Hein. C'est ça, exactement. Okay. Un 4 mains avec Laetitia Lajoigny, qu'on a écrit sur à peu près 2 ans et demi ensemble, voilà, par période. Et alors vraiment, écrire à 4 mains, ça n'a rien à voir. C'est tellement plus simple. En tout simple, je sais pas, mais c'est plus, ça coule plus. Gilo a fait la moue, on va pouvoir en discuter. Oui, je pense C'est que pas ça d'accord. dépend des expériences, on va dire. Mais Peut-être. il y a des circonstances parfois qui font que... Ça, c'est sûr. C'est vrai que là, je suis avec la bonne personne, mais cela dit, on n'avait jamais écrit ensemble. On parlait beaucoup d'écriture et tout. Après, on a écrit des livres jusque-là qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Laetitia n'a écrit que en jeunesse, j'ai écrit que en adulte. Vraiment, c'est... Et puis même, nos styles sont pas du tout les mêmes. Donc, on a eu cette idée d'écrire ensemble, mais c'était vraiment, on y allait à petits pas, en se disant, viens, on imagine un univers, et puis si ça nous plaît, on fera un scénario. Viens, on imagine un scénario, puis si on en est contente, on fera quelques chapitres. Voilà. Et on voulait surtout pas, justement, se prendre la tête. On avait un peu peur, je pense, l'une et l'autre, de comment ça allait se passer aussi au niveau de notre amitié, quoi. Parce qu'à un moment, si tu dois trancher, que tu dois un peu te rentrer dedans sur des choix littéraires ou quoi, est-ce que ça allait pas jeter un froid, ce qu'on voulait absolument pas. Donc on était prête à tout lâcher vraiment du jour au lendemain si on sentait que ça allait là-dessus. Mais ça n'a pas été le cas, très étonnamment. Tout s'est super bien déroulé de manière fluide. Je pense qu'on a toutes les deux pris ça aussi en mode... On se disait même au début, on va pas forcément le faire publier, c'est juste pour s'amuser. Donc c'est pas grave, je lâche sur un truc... Voilà, j'ai pas, on va dire, on n'a pas de marotte sur ce roman où on s'y accroche absolument, quitte à se disputer, quoi. C'est pas du tout ça. Mais là où c'est génial, c'est de pouvoir écrire en sachant qu'on va être lu tout de suite. Donc là, c'est à l'inverse du process que je fais habituellement. Là, tout de suite, j'ai Laetitia qui lit le chapitre pour pouvoir écrire celui d'après. Et d'avoir envie, par exemple, de la faire rire, de lui mettre des petites références, d'avoir envie de lui faire plaisir, en fait, dans la lecture. Je trouve que pour moi, ça a été un grand moteur. Et puis, tout simplement, on écrit la moitié du roman, et pas l'entièreté du roman. Et puis même sur le scénario, on rebondit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce moment où tu restes plongé pendant des jours et des jours face à un plot hole où tu te dis mais mince, comment je me suis foutu là-dedans, comment je vais m'en sortir, où il y a une contradiction dont je me rends compte maintenant mais qui remet tout en cause. Non, ça tout de suite, à deux, on le voit, on en discute, on le résout et puis on passe assez vite à autre chose. Même si on a quand même dû retravailler tout notre scénario une fois qu'on avait écrit un premier jet, parce que notre personnage principal n'était pas assez construit et ancré. Mais voilà, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on s'est dit ok, on reprend tout notre scénario, tous nos chapitres, comment est-ce qu'on retravaille. Et on a aussi les forces de l'une et de l'autre, c'est-à-dire que elle va être beaucoup plus forte pour écrire tout ce qui va être action, dialogue. Moi, ça va plus être dans les descriptions, justement, les sentiments des personnages, les mots un petit peu plus poétiques, un peu plus doux amers. Même sur la réécriture, moi, quand je fais une réécriture, je reprends de la première ligne à la dernière et je dis qu'est-ce qui sonne bien, qu'est-ce qui sonne pas bien. Mais quand il faut vraiment faire une réécriture, ce que je n'ai jamais fait vraiment, en mode tu dois refaire tout ton personnage principal, tu dois revoir toute sa psychologie, et du coup ça change telle scène, et il faut tout remettre dans l'ordre et tout. Moi je me trouve face à mon plan, mais comme... c'est quoi l'expression, comme une poule face à, je sais pas quoi, on va dire un ordinateur. Vraiment, je suis incapable, ça me paralyse en fait, c'est trop complexe pour moi de refaire toute cette structure. Et là, heureusement, Laetitia arrive et dit « Mais non, regarde, c'est très simple, on prend ça, on est là et tout. » C'est pratique. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on se complète bien, je pense. Parce que par contre, pour faire le diagnostic de ce qui allait pas dans notre premier jet, où on sentait bien que c'était flottant, c'était plutôt moi qui l'ai fait. J'ai dit, mais non, en fait, regarde la construction de notre personnage, sa motivation n'est pas en lien avec notre thème, et donc, voilà. Et c'est là que Troubi est très utile. Donc voilà, on s'est bien complété, et puis on a fini par aboutir à un roman qui nous plaisait. On l'a envoyé dans une maison d'édition dont je ne peux pas révéler le nom pour l'instant. Il a été accepté et signé, ça y est, donc il paraît à l'automne 2026. Ah, oui. Et donc, comme je disais, c'est de la fantasy jeunesse pour les 8-10 ans, assez colorée, assez rigolote, avec plein de notes de bas de page un peu à la Terry Pratchett. Donc encore un nouveau genre, du coup, nouveau sous-genre d'explorer, pour le coup. Oui, Gilo ? Oui, non, je voudrais juste préciser... Pour les gens qui nous écoutent, sur l'écriture à 4 mains, parce que j'ai déjà évoqué le roman tout à l'heure, et donc mon co-auteur Anselme, tout va bien, on est toujours amis, mais c'est juste que il se trouve qu'en cours d'écriture, c'était un projet qu'on devait faire à deux pour Scrinéo, sauf qu'en cours d'écriture, il est devenu papa, et ça aurait été plus pratique. J'ai pas pu me servir de cette excuse moi, donc lui il s'en est servi le premier. Et c'est vrai que du moment où il est devenu papa, ça a changé beaucoup de choses parce que c'est quand même une machine de guerre, on va dire, Anselme.
au niveau écriture. Et c'est vrai que là, malheureusement, je me suis retrouvé un peu à écrire un roman à 4 mains, mais à 2 mains. Donc voilà, donc après il a été ultra correct et tout, et on s'entend toujours très bien, mais c'est vrai que c'était pas l'expérience qu'on avait imaginée au début, quoi. Donc voilà. Mais il n'y a aucun souci entre nous, donc je tenais à le dire quand même, au cas où il écouterait ce podcast. Il fallait dédier ce livre à la parentalité finalement. Ouais, on aurait pu, mais bon. Mais bon, voilà. Mais je comprends tout à fait. Moi, je savais que j'accouchais début juin, bon, j'ai accouché fin mai, et on a dit à l'éditrice, c'est simple, toutes les corrections doivent être faites avant, parce que sinon, après moi, je ne réponds plus de rien. Ah, oui, et donc, c'est tombé pile poil. Je crois qu'on a fini nos corrections mi-mai, et voilà, fin mai, j'ai accouché, et heureusement, parce que sinon, pauvre Laetitia, elle se serait tapée toutes les corrections toute seule. C'est ça. Gilot, t'as une question? Oui, moi j'ai une question. Alors, c'est une seule phrase ultra alambiquée. Non, il y a 3 phrases, mais bon, c'était ultra alambiqué dans ce que j'ai noté. Et 6 questions dedans. Non, mais c'est juste, en fait, ça concerne le format poche, puisqu'on connaît tous les deux Folio, et un certain Pascal G que j'ai cité tout à l'heure. Mais en fait, je me demandais comment tu voyais, toi, les éditions poche à l'heure où on a de plus en plus... C'est là que ça devient alambiqué. Alors, on a de plus en plus l'impression que beaucoup d'éditeurs misent avant tout sur le grand format avec les éditions Jaspé, voilà, souvent Enfin, maintenant, un grand format cartonné, etc., c'est souvent quand même assez... Enfin, c'est un budget, quoi. Même si Deux Saxus, par exemple, publie aussi depuis peu certains titres directement en poche, en plus de leur édition grand format, parce que effectivement c'est 2 publics différents. Mais je me demandais si, vu comme toi, tu as, si on peut dire, débuté via le poche, est-ce que tu gardes une affection particulière pour ce format qui est quand même celui qui démocratise le plus facilement la lecture, parce que ça reste toujours le moins cher, évidemment. Voilà. Oui. Ok. Je vais développer un plus petit court peu suite à cette question. Non mais oui, c'est vrai. Tout à fait, comme tu dis, j'ai commencé par le format poche, ce qui n'est pas courant. Et on me demande toujours d'ailleurs, mais comment ça se fait? Il est où le grand format? Il n'existe pas, ce roman-là n'existe qu'en poche. Ce qui a pu peut-être lui desservir, parce que contrairement à Elbakin.net qui a fait son boulot de découverte des textes, il y a plein je pense, de prix ou même de chroniqueurs qui ne l'ont pas vu passer puisqu'ils ne s'intéressent pas forcément aux rééditions en poche. Même sur des salons, par exemple. Voilà, comme il est un peu passé sous les radars, je pense, à ce niveau-là. Mais ce que je trouvais cool, c'était aussi qu'en tant que primo-romancière, les gens pouvaient me découvrir sans justement investir directement 20-25 euros sur un texte 30. de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou 30, voilà. Donc là-dessus, voilà, autant ça a pu jouer des tours d'un côté, ça a pu, je pense, m'aider à être découverte de l'autre. Parce que oui, moi, la première, j'ai du mal à mettre 25 euros dans un roman, d'autant plus si je ne connais absolument pas l'auteur qui sort de nulle part. Et juste par curiosité, tu penses qu'il pourrait être réédité justement en grand format un jour ou... C'est pas à l'ordre du jour, Okay. hein. Franchement, je pense pas. Je pense pas. Sauf si demain je deviens ultra célèbre et qu'il faut sortir un truc entre 2 livres et que tiens, on n'avait pas publié le dernier jour. Ah bah je sais pas, moi je dis... Non, je pense pas. Il fait sa petite vie en poche et c'est très bien comme ça. En plus, il est très court, donc en grand format, je pense qu'il serait vraiment... Faut augmenter la taille de la police. Ouais, et les marges. C'est juste une Gonfler un peu histoire les de pages. marge. Dans tous les sens du terme. Ouais, il y a des éditeurs qui font ça très bien. Ouais, mais voilà, Pascal, il n'est pas comme ça. Non, c'est vrai. Donc, mais après, oui, c'est vrai que je suis super contente d'avoir vu Du thé pour les fantômes passer en poche là, assez récemment, cette année. Et Porcelaine sous les ruines, pareil. D'ailleurs, j'ai là, vous ne voyez pas l'image, mais je le montre à nous, on le pour voit. l'enregistrement, le seul exemplaire unique à ce jour de Porcelaine sous les ruines en poche. Il est beau, il est beau, Pascal on m'a confirme. amené. Et il est joli. On a repris la couverture du grand format. Et pareil, j'ai vu sous le post folio qui annonçait la parution, plusieurs personnes disant « Ah, génial, je vais enfin pouvoir le lire. Ah oui, ça c'est toujours... Voilà. Alors qu'en plus, franchement, le grand format de Porcelaine sous les ruines et de Olympe en général, ils sont pas si chers. Je crois qu'il est à 22 €, 23 pour quand même une relure qui est avec des vernis super jolis qui brillent, une jaquette, etc. Mais oui, c'est sûr que ça fait un budget, donc je comprends tout à fait. Et puis voilà, une fois que le livre aussi, il a fait sa vie en grand format,
Je veux dire, là, Porcelaine sous les ruines, il s'est plutôt bien vendu, mais forcément, ça s'essouffle au bout d'un moment, il est remplacé par d'autres. Et ben, c'est cool qu'il puisse sortir en poche, peut-être trouver un autre public. Mais alors ça, par contre, c'est le truc. Je suis désolé, c'est pas une thérapie sur Pascal Godbillon, mais un jour, Pascal m'a dit un truc qui m'a quand même fait très peur. C'est en plus bon, il m'a sorti. Oui, mais tu sais. Alors je fais, il disait pas oui, mais tu sais par rapport à moi spécifiquement, mais on parlait d'un truc avant une sortie. Et là, il commence à me dire oui, mais tu sais, il y a certains livres, on sait pas pourquoi, ils sont faits pour le grand format. Et en gros, tout leur public va partir dans le grand format et le poche va pas marcher. Alors que tu te dirais que vu que ça a super bien marché en grand format, bah ça devrait cartonner en poche aussi, quoi. Enfin, ça c'est mon raisonnement idiot de base. Mais Pascal m'avait détrompé là-dessus et du coup, c'est vrai que depuis, je me dis, ah là là, mais ça veut dire que même quand tu marches en grand format, tu vas pas démultiplier enfin, pas forcément démultiplier ton public en poche. Alors voilà, c'est Pascal qui sape mes certitudes. On va l'inviter parce qu'on veut des exemples. Je t'avoue que. Ah bah, il tu vois, m'avait pas sorti d'exemple précis, et je ne dis pas ça pour ne pas citer de livre, mais c'est. En tout cas, il m'avait déjà dit ça, mais ça remonte à 5-6 ans, donc voilà. Bah, du coup, il avait peut-être pas forcément en tête ce que je vais dire là, mais c'est vrai que sur des très beaux livres, justement en romantaisie, Oui. où il y a Jaspage, Relure, machin, où presque c'est le livre Eh oui. trophée, quoi, Ah le bah livre ça. TikTok, Ouais, Instagram. ouais. Le poche a peut-être moins d'intérêt. C'est sûr. On sait pas, peut-être que dans quelques années, on va avoir du jaspage sur poche. Hein. Mais je crois que ça existe déjà. Attends. Il y en a quelques-uns, Pitié, ouais, non. je crois. Mais oui. Oh, pitié, non, ça vieillit tellement mal déjà sur du grand format, sur du petit, ça va être encore pire. Je sais pas, mais ça me dit quelque chose. Je suis sûr qu'il y a des rééditions. Bientôt les poches à 17 €. Non, mais au moins pour le Seigneur des Anneaux, tu vois. Tu mets tous les anneaux sur la tranche. C'est ça. Déjà, t'as les poches reliées Jaspage. Oui. Donc, tu vois, c'est des poches Ouais. dures. Mais Il y a 3 ans, c'est les McDowell, les 5 tomes là, qui ont cartonné en petit format. Je crois qu'ils étaient pareils, ils étaient jaspés. Je suis pas J'ai un doute sur le sûr. jaspage. Je suis pas Non. sûr qu'ils étaient jaspés. Hein. Non, je crois que l'édition avait de la gueule, mais Oui, c'est c'est tout. ça. Ouais. Ah d'accord, ok. Bon bah j'ai rien dit alors. Je te dis peut-être une bêtise. Hein, Non, mais je ça crois, me dit- je le- crois le- aussi qu'ils Mais avaient je crois pas que de- vous avez raison. Je crois que vous avez raison. On va passer sur une dimension un peu plus personnelle et ludique, Chris. Moi j'ai une question parce que tu es très présente sur les réseaux sociaux, Instagram et même TikTok. Attention, question bateau. Est-ce que tu sens que c'est important pour continuer à te faire connaître, rester proche de ton public, ou c'est vraiment que tu appréciais déjà en fait les réseaux sociaux en général pour communiquer, tout simplement? Alors, TikTok, pour être honnête, j'y suis allée de manière très opportuniste quand Porcelaine sous les ruines est paru. Parce que voilà, c'était de la romance et que c'est là-bas que ça se passe. Même si les contenus que je postais sur TikTok, je les ramenais aussi sur Instagram. C'était des vidéos et que ça passait bien. Donc, je poste quasiment plus sur TikTok à ce jour. Je pense que j'y retournerai le jour où j'aurai une... Soit, voilà, peut-être pour le poche de Porcelaine, je vais sans doute poster, des choses comme ça. Même si j'en ai profité, vu que je commençais à avoir quelques abonnés, rien de fou, hein, pour parler aussi du thé pour les fantômes. Ouais. Instagram, je m'y suis mise quand Dernier jour d'un monde oublié est paru, vraiment pour ça. Donc c'est un compte pro, on va dire, que j'ai depuis le début, j'ai pas de compte perso. Même si je consomme largement des contenus perso avec mon compte pro, c'est un autre problème. Donc mon algorithme de ce que je consomme n'a rien à voir avec l'algorithme de ce que je poste. Mais non, j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est un moyen de garder du contact avec mes lecteurs en dehors des petits moments de dédicace et de salon. Ouais. Je reçois pas mal de messages qui sont super touchants, même en commentaire sous les posts, de gens qui font des retours de lecture. Ça, c'est super chouette, voilà, de voir les chroniques, des gens qui me taguent dans des chroniques, etc. Ça permet de créer des liens. Après, c'est vrai que là, en ce moment, je poste beaucoup moins, puisque donc, tel Anselme, le co-auteur, D'autres activités. j'ai autre chose à faire, voilà. Mais là, je sais que j'ai un poche qui arrive, C'est du donc taf. j'ai recommencé à poster. Ça prend énormément de temps, mine de rien. Donc oui, j'ai recommencé à poster là tout récemment, en prévision de l'apparition du poche, en me disant que si juste je débarquais après 3 mois sans quasiment rien poster, ça allait faire un flop. Donc voilà, et recréer un petit peu d'engagement avant. Donc il y a quand même une petite stratégie à mettre en place.
Honnêtement, si ça me gonfle vraiment, si je suis sous l'eau, si j'ai pas envie, si j'ai juste rien à raconter, rien à montrer, je me force pas. J'essaye de le faire vraiment que quand je pense avoir des choses un petit peu intéressantes à dire, ou voilà, pour donner des nouvelles de là où j'en suis dans l'écriture. Pas que j'estime le devoir aux gens, mais je me dis que pour les gens qui me suivent depuis longtemps, et même qui m'écrivent gentiment pour me dire bah alors ça va, tu postes plus, je trouve que c'est juste sympa de donner des news à tout le monde. Donc voilà, c'est toujours un petit peu délicat quoi, d'avoir cet équilibre entre j'ai pas grand chose à raconter, mais il faut quand même que je poste parce que j'ai des livres qui paraissent. Et donc de trouver des choses tout simplement intéressantes à dire, à raconter. Voilà, après les gens en fait ils sont pas si exigeants que ça, dans le sens où on a l'impression qu'il faut faire des posts hyper travaillés, hyper léchés avec du contenu et tout. En fait juste là j'ai pris des photos de mon bureau parce que j'ai un nouveau bureau où j'écris et les gens étaient trop contents de voir ça, et je comprends, moi aussi je serais contente de voir les photos du bureau de mes collègues auteurs. Mais ce que je suis contente de voir chez les autres, je pense pas forcément à le montrer chez moi, et faut juste arriver à avoir cette petite gymnastique et se dire ah tiens ça peut être intéressant. Erki, tu avais la prochaine question. Oui, c'était toujours pour rester sur un côté un peu plus léger. On parle souvent aux écrivains de leur rapport à l'écriture, mais la lecture, du coup, de ton côté, est-ce que tu aimes lire déjà? J'imagine que oui. Mais qu'est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu as des auteurs favoris? Sans parler forcément de gens qui t'ont inspiré, mais simplement des auteurs et des autrices que tu aimes juste lire, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, je lis un comble. J'ai beaucoup de mal depuis un petit moment maintenant à lire en papier. Je lis beaucoup en audio. Parce que voilà... l'existence dans cette ère numérique et du multitasking fait que juste c'est terrible mais me poser et ne faire rien d'autre que lire, j'y arrive pas, mon cerveau part dans d'autres directions, donc j'aime bien lire en audio pendant que je me balade, que je fais mon sport, que je fais les corvées, etc. Et c'est le seul moyen que je trouve pour continuer à lire. Dans les auteurs et autrices que j'aime bien, alors si on va sur du contemporain, j'ai 2 autrices qui me viennent là, mais c'est des autrices jeunesse. Alors il y a Christelle Dabos, voilà, que les plus à présenter. Voilà, La Passe Miroir, Ici et seulement ici, et récemment Nous, et c'est pour ça que je pense à elle, parce que j'ai lu Nous récemment, et que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une autrice dont j'aime le style, en fait. Je trouve qu'on reconnaît quelque chose d'elle dans ces 3 œuvres qu'on vient de citer, alors qu'elles sont totalement différentes les unes des autres. C'est toujours difficile de décrire un style, mais je sais pas, quelque chose d'une certaine spontanéité, qui se regarde pas écrire et qui est en même temps des vraies trouvailles dans la langue. J'admire sa manière d'arriver à faire de l'action sans laisser tomber une certaine forme de littérarité, de style, parce que moi j'ai beaucoup de mal à faire, j'ai l'impression. Et puis voilà, j'aime l'atmosphère que dégagent ces romans, ces personnages, toujours avec un certain décalage. Et l'autre autrice à laquelle je pense là tout de suite, c'est Clémentine Beauvais, pareil, qui écrit presque uniquement en jeunesse. Je ne sais pas si vous la connaissez. Clémentine Beauvais, c'est notamment Les Petites Reines, qui vient de paraître d'ailleurs, je crois, dans une collection Les Petits Classiques. Donc vraiment, c'est énorme, à la fois en termes de vente et de succès. Et tout ça a été adapté au théâtre. Ça a été traduit dans X langues. C'est juste génial. C'est à mourir de rire. C'est l'histoire de 3 filles qui sont élues boudin d'or, boudin d'argent et boudin de bronze de leur collège. Ils décident de partir à vélo à Paris en faisant des boudins sur la route. Et voilà, donc ça c'est Les Petites Reines, mais il y a aussi Songe à la douceur, qui est un roman en vers, qui est une réécriture d'Eugène Onegin, donc voilà, rien à voir, qui est une romance magnifique. Les Facétieuses, où elle réécrit complètement la figure de la fée, dans un cadre contemporain. Voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup parce que on est toujours sûr de s'amuser, c'est assez fin et intelligent. L'autrice est aussi chercheuse en littérature jeunesse et on sent que vraiment elle aime ça, quoi. Elle aime la littérature jeunesse, qu'elle n'en fait pas à côté pour arrondir les fins de mots. Je connaissais pas du tout, c'est très intéressant. Ouais, je vous invite à la découvrir, c'est vraiment super. Les 2 que j'ai beaucoup aimés, c'est Les Petites Reines, Songe à la douceur. Il y a aussi Brexit Romance, qui est super drôle, puisque donc, c'est une autrice franco-anglaise. Elle vit en Angleterre. Et donc forcément, quand il y a le Brexit, elle est un petit peu embêtée. Et elle a imaginé une agence matrimoniale, en fait, qui matcherait des Anglais et des Français pour permettre aux Anglais de pouvoir continuer à avoir une identité européenne. Je suis sûre qu'il y a un marché pour ça. Oui, clairement.
Voilà, 2 autrices contemporaines que j'aime beaucoup. Un autre auteur que j'aime beaucoup, qui est contemporain aussi, mais dans un genre complètement différent, c'est Alessandro Barrico. Oui, qui écrit Novecento pianiste, Océan mer, notamment. Il n'y a pas une adaptation de Novecento pianiste, ou je dis des bêtises? Je sais pas du tout. Je l'ai écouté beaucoup aussi en audio parce que la version audio est magnifique avec des morceaux de piano et tout. Ouais. Parce que donc ça parle d'un pianiste d'un petit garçon qui est né en 1900 sur un bateau qui faisait les traversées entre l'Italie et les États-Unis et qui n'est jamais sorti de ce bateau, qui a vécu toute sa vie et qui est un pianiste de génie reconnu dans le monde entier, mais lui le seul monde qu'il connaît c'est ce bateau. Et se pose toute la question un jour de voilà, le bateau accoste, est-ce que tu vas sortir ou pas? C'est un roman très très court qui est un monologue de théâtre à la base et qui est à la fois super drôle, très enlevé, c'est d'une beauté tragique, c'est sublime. Enfin moi je trouve ce roman magnifique. Et Océan mer, c'est encore autre chose, c'est beaucoup plus perché, mais c'est très joli aussi. Je confirme qu'il y a eu effectivement une adaptation de Novecento pianiste qui s'appelle en 98, qui s'appelle La légende du pianiste sur l'océan. Ça me parle parce que en fait anecdote un peu bête de ma part, mais j'avais eu un contrôle de français en 3e sur Stefan Zweig et j'étais tombé sur Canal+ sur la publicité de La légende du pianiste sur l'océan et je m'étais dit à un moment il y avait une question, il fallait citer les œuvres de Zweig autres que celles qu'on avait lues à l'époque et j'avais cité La légende du pianiste sur l'océan en me disant ouais, le titre est super, il l'a sûrement écrit. Et voilà, et bien entendu j'avais eu 0 sur cette question et voilà, et j'avais retenu du coup comme au moins j'ai retenu un titre de Barrico quoi. Et ben je savais pas, j'ai regardé ça. En tout cas c'est très intéressant et puis je me sens je suis également énormément consommateur de livres audio donc c'est au moins je sais que ce que tu cites doit être disponible, trouvable assez facilement sous ce format-là, donc très chouette. Voilà, après c'est ça l'inconvénient, c'est que tous les livres n'existent pas en audio, notamment les nouveautés ou des auteurs qui sont pas forcément internationaux. Un auteur français aujourd'hui qui sort un livre, moi j'ai que du Thé pour les fantômes en audio, les 2 autres ne sont pas disponibles. Donc ça c'est un peu dommage. Ouais, c'est difficile. Tu vas avoir, j'ai l'impression que chez Albin Michel Imaginaire, il y a pas mal de titres qui arrivent à passer en audio. Parfois même assez tôt après publication. C'est vrai que c'est pas forcément le cas après pour les autres, mais en tout cas pour cet éditeur-là, j'ai l'impression que ça passe. Ça doit encore être une histoire de droit. Je sais pas comment ça se passe. On invitera Gilles Dumais pour savoir. Voilà. D'autres questions? J'ai une petite bonus, parce que je repense à ce que nous avait dit Anouk par rapport à... Et qui du coup est vraiment de la pure curiosité personnelle. Parce que du coup, Anouk Faure nous avait dit que ces personnages, non seulement elle les voyait dans sa tête, mais qu'ils avaient aussi leur voix propre. Enfin, et quand je parle de voix, je parle littéralement de... Enfin, elle entend leur voix. Et je me posais la question, du coup. Je suppose que tes persos, tu les vois aussi. Mais est-ce qu'ils ont leur voix à eux ou pas? Enfin, à quel point tout ça, ça vit dans ta tête, enfin, dans tes pensées, enfin, dans ce petit monde qu'on se construit à l'intérieur et qui n'appartient qu'à nous, finalement. Alors, j'ai souvent du mal à les voir, sauf exception. Okay. Leurs traits, leurs visages sont assez flous. Je dois vraiment souvent faire un effort de description pour les représenter aux yeux du lecteur, mais j'ai du mal. Sauf, pour la romance où ça se fait beaucoup d'avoir des face claims, on dit, donc c'est-à-dire, tu prends un acteur, une actrice, et tu dis, voilà, mon personnage, c'est lui, c'est elle. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Et en termes de voix, c'est pareil. Ils n'ont pas forcément de voix spécifique, si ce n'est la voix narrative qui traverse tout le roman, qui est cette petite voix intérieure qui n'existe nulle part, parce que c'est même pas ma vraie voix parlée, quoi. C'est cette voix-là avec laquelle j'écris. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne peux pas écouter la version audio de mon livre, alors qu'il paraît qu'elle est géniale, hein. La lectrice est super. Mais parce que la voix que moi j'entends quand j'écris est tellement différente. Tu le mets en accéléré x3. Eh ben, je sais pas. C'est très bizarre d'entendre mes mots dans la bouche de quelqu'un d'autre, dans une autre voix. C'est une expérience, c'est presque horripilant, quoi. Je sais pas comment dire. Alors encore une fois, elle est vraiment super. C'est une actrice géniale. C'est celle qui a lu La Passe Miroir, notamment.
qui a lu les Bridgerton. Enfin, c'est vraiment une bonne comédienne, quoi. Et tous les gens qui ont écouté la version audio m'ont dit qu'elle était super, qu'elle arrivait à faire les voix des différents personnages et tout. Mais moi, je n'y arrive pas. À cause de cette petite voix intérieure qui est trop ancrée, trop marquée pour moi, qui est la même que celle avec laquelle je lis d'ailleurs. Et ça fait trop bizarre. Donc non, pour répondre à ta question, les voix, ils n'ont Bon, ça me rassure un peu. Vraiment de visage, ni de voix spécifique. Ça te rassure ou pas, parce que toi, Parce que moi, je vois rien, à peu de choses près, donc que je lise ou que je fasse autre chose, je n'ai pas de construction de ces images-là dans la tête. Donc quelque part, de me dire que je suis pas seule et qu'effectivement, on peut se contenter de très flou, ça suffit. Ah oui, carrément. Donc, je pense on a des atmosphères quand même, on a une musique de la langue. C'est peut-être plus ça, moi, qui me parle. Même d'ailleurs, les espaces, hein. Les espaces concrets, les bâtiments, les maisons, les rues et tout. Alors déjà que dans la vraie vie, c'est compliqué le sens de l'orientation, mais alors dans mes romans, je m'amuse pas à décrire des trucs hyper précis. Et en fait, la chambre, elle est à droite de la cuisine, on s'en fout. Enfin, voilà, c'est des choses, tant que ça fonctionne dans l'économie du roman, je me dis, je n'ai pas besoin d'être dans le détail. Non, puis même pour les descriptions des personnages, moi, on a tellement lu, je dis on, mais en tout cas, moi, j'ai tellement lu de bouquins où... surtout quand à l'adolescence, quand j'ai plongé dans la fantasy, que j'en ai lu que je lisais tout ce qui me passait sous la main. Enfin, personnellement, moi, ça m'a un peu dégoûté justement le schéma. Dès qu'un personnage apparaît, hop, description à rallonge de son physique, de ce qu'il porte. Non, je ne parle pas que de Robert Jordan et de La Roue du Temps. Mais c'est vrai que même moi, du coup, ça m'a un peu... ça me hérisse un peu et je le fais pas je décris rarement quand j'écris aussi parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté un peu ça a fini par prendre chez moi un côté scolaire, je trouve, ah bah tiens, un nouveau personnage entre en scène, il faut forcément le décrire sous tous les angles pour être bien sûr, je sais pas, effectivement pour moi un personnage il vit aussi, il naît aussi et il se façonne aussi déjà à travers ses actes, à travers l'atmosphère générale de l'histoire, etc. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de forcément... c'est différent de le décrire pour le lecteur et de se le représenter, bien sûr, mais c'est vrai que moi, j'avoue que les descriptions à rallonge de tous les persos, même du figurant au 3e rang, là, c'est plus possible. Puis ça fait gagner du temps de pas décrire. Ouais, c'est clair. Je trouve qu'il y a une certaine puissance et une certaine efficacité à trouver un mot-clé ou un détail qui va vraiment décrire le personnage et après le lecteur construit autour. Tu vois, ou alors juste comparer. Moi, Egonia, c'est la sorcière de Blanche-Neige. Ça, c'est page 1, hop, on passe à autre chose. Vous l'avez tous en tête. Félicité, sa sœur, par une métaphore, voilà, c'est une allumette parce qu'elle est très élancée, elle est tout en gris avec ses cheveux rouges. Donc, voilà, c'est la seule chose qu'on aura d'elle. Et moi, ça me suffit pour écrire le roman, donc je ne vois pas pourquoi ça ne suffirait pas au lecteur pour le lire. Ouais, je suis d'accord. Mais ça fait des lignes de force un peu qui aident un peu à la représentation. Hein. Moi, ça me fait penser aux descriptions dans Harry Potter de l'autrice dont on ne doit plus prononcer le nom, mais en fait, à chaque fois, ce qui était fait, qui était bien, c'était tu avais Dumbledore et puis tu avais à chaque fois les lunettes en demi-lune. Tu avais Harry Potter, tu avais les lunettes et la cicatrice. Et le fait qu'il avait les yeux verts et les cheveux bruns. Pour le reste, en fait, c'était un petit peu libre à toi, quoi. Les Weasley, ils étaient roux. Et c'est tout, au final. Donc voilà. Je trouvais ça m'évoquait ça. Sur cette discussion, je pense que nous allons pouvoir conclure cet enregistrement, ce podcast. Merci Chris d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir, c'était super. Merci pour vos questions, pour la préparation. C'était un plaisir de plonger dans tes univers, ton approche de l'écriture. On rappelle une nouvelle fois que Porcelaine sous les ruines sort le 2 octobre prochain, donc 2025, en poche. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore lu. Et j'en profite pour dire également un grand merci à toutes et toutes auditrices et auditeurs qui nous écoutaient. Comme toujours, si vous aimez ce podcast et que vous voulez nous donner un petit coup de pouce, nous aider à garder la lumière allumée, n'hésitez pas à venir nous soutenir via un don sur la plateforme que vous pouvez faire sur la plateforme Hello Asso. Le lien est disponible directement depuis la page d'accueil du site elbakin.net.
Et bien sûr, une fois que vous aurez écouté ce podcast, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. On vous attend sur le forum du site elbakin.net pour continuer la discussion, pour poser vos questions, partager vos impressions. Gillo, il me semble que tu voulais dire un petit mot sur le site. Oui, je voulais rajouter en parlant de ça, comme vous l'avez peut-être remarqué, pour ceux qui nous écoutent, mais qui nous regardent aussi sur le site, elbakin.net a changé. Avec une nouvelle version du site pour cet anniversaire en ce mois de septembre. Bon, ça sera sûrement octobre quand vous nous écouterez. Tout ça pour dire qu'on fête du coup cette année nos 25 ans. Voilà, ça nous rajeunit pas, mais pareil, si ça vous dit de venir célébrer ça avec nous, n'hésitez pas à passer nous faire un coucou sur le forum ou sur les réseaux. Mine de rien, on fait. C'est une banalité, mais on ne fête pas 25 ans tous les jours sur la toile, donc voilà, ça nous fait plaisir d'être encore là, mais ça nous fait surtout plaisir d'être encore là avec vous, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci Gillo pour ce petit mot. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, bonne lecture à toutes et à tous. Ciao, ciao. Enough, Reggie. À moi l'aventurière qui doit sauver